Bitcoin, en vrai, on s'en fout. Si vous arrivez et que vous commencez à dire à quelqu'un « ouais, faut que je te parle de Bitcoin », c'est fini. Vous avez perdu la bataille, la personne va pas vous écouter. C'est toujours le bon moment, par contre, pour parler du problème, qui, au fur et à mesure, c'est identifié par juste l'État. Faut arrêter de dire que être de gauche, c'est être dans le social. Être de gauche, c'est être dans le social avec l'argent des autres. Alors que quand t'es libertarien, t'es dans le social, point. Est-ce que t'es pro-vie humaine, ou est-ce que tu te dis, en fait, mieux vaut sacrifier des humains pour que, voilà, Gaïa s'en sorte? Les gens aiment la nature, mais la nature apprivoisée par l'homme. Allez dans une jungle où l'homme n'est jamais allé, vous allez avoir envie de tout passer au lance-flammes, parce que c'est juste insupportable. La monnaie fiat, c'est un énorme scam. Pourquoi on vous demande de l'impôt alors qu'on est capable de créer de la monnaie? Genre, l'impôt, c'est juste là pour donner l'illusion que c'est encore de cette manière que ça marche. C'est pour ça que les gens continuent de prêter, ils disent putain, ils ont trouvé un cheat code. C'est une population de cuck qui accepte de payer 60% et qui en redemande plus parfois. Salut Alex, tu vas bien? Bonjour, je vais bien et vous? Ça va, la forme. Puis, c'est quoi? C'est le 3e épisode déjà de cette nouvelle série. 3e ou 4e, ça va? 4e. Alors, ça veut dire que ça fait déjà 4 semaines que je suis ici. On voulait faire un épisode un peu particulier aujourd'hui parce que on a vu au fur et à mesure, et ça fait longtemps que ça arrive, en fait c'est depuis un peu que la chaîne, elle est partie dans une autre direction. On a même hésité à changer le titre, mais on va le garder juste pour vous faire chier. Qui est How to Bitcoin, où en fait les gens au fur et à mesure ils comprennent pas pourquoi l'essentiel de nos vidéos, le sujet c'est pas Bitcoin, pourquoi à chaque fois ce qui a l'air de petits digressions au final c'est l'ensemble de la vidéo. Et en fait, il y a une explication à tout ça et on va essayer de centrer la vidéo sur ce sujet. Parce qu'on a reçu pas mal de commentaires, là, surtout sur les dernières, où les gens nous disent « Ouais, vous voulez pas changer votre nom, vous voulez pas parler de Bitcoin, vous nous faites chier avec vos sujets. » Et déjà, on sent qu'il y a un peu de totalitarisme chez ces personnes. Genre, laissez-nous faire ce qu'on veut. Genre, c'est fou, tu sais, on gagne que dalle avec ce truc, on fait ça juste... surtout pour le plaisir. Et les mecs, non, il faut qu'en plus, ça soit exactement ce dont ils ont envie. Bah ouais, et puis en fait pour moi, au-delà de notre expérience personnelle, où ouais, ok, on s'appelle How to Bitcoin, on est en train de devenir, si c'est pas déjà le cas, un peu la ref en France. Les gens nous prennent pour un peu pour le porte-parole et le porte-étendard du Bitcoin en France, alors que déjà on l'a jamais revendiqué. Et si les gens pensent qu'on l'est, c'est déjà parce qu'on le mérite, mais c'est pas pour autant qu'on doit quoi que ce soit à qui que ce soit. Euh, Après, c'est chacun en fait ce qu'il veut. Et au-delà de ça, pour moi, ça se limite pas du tout à notre expérience et à notre cas. C'est vraiment un sujet global. Et on en avait déjà un peu parlé dans certains épisodes. Et donc je pense que ouais, là, c'est primordial de faire une vidéo là-dessus pour expliquer vraiment pourquoi en fait Bitcoin, en vrai, on s'en fout. C'est pour moi, ça, c'est vraiment ça. Le titre va peut-être pas être pas loin de ça, le titre de la vidéo, mais en fait, Bitcoin, on s'en fout. Faut arrêter de parler de Bitcoin. Et si vous voulez faire du bien à Bitcoin, arrêtez d'en parler. Vraiment, il faut que les gens arrivent à Bitcoin d'eux-mêmes. Mais si vous arrivez et que vous commencez à dire à quelqu'un, ouais, faut que je te parle de Bitcoin, c'est fini. Vous avez perdu la bataille. La personne va pas vous écouter. Et c'est moi, en tout cas, et c'est un peu ce qu'on va faire, je pense. On va le faire à travers au travers d'anecdotes, d'expériences qu'on a eues, parce que Dieu sait que on commence à en avoir un paquet. Et c'est le cas, en fait. Et je pense, hein, et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on devrait renommer notre chaîne, mais pas pour les raisons que les gens pensent, c'est que si on voulait convertir plus de gens à Bitcoin, il faudrait qu'on arrête de s'appeler How to Bitcoin. Et là, je pense qu'on aurait plus d'impact. Donc si on se renomme, ce sera même pas pour les raisons que vous nous donnez. Donc on est désolé pour ça, mais c'est la réalité. Je pense en plus, ce type de personnes qui nous disent ça, peut-être que bon, ils ont pas assez remué leur langue dans leur bouche avant de le dire, ou je sais pas quoi, mais ils ont surtout pas eu l'expérience de vouloir justement parler de Bitcoin à d'autres. De passer par cette phase de folie par laquelle je pense tout bon bitcoiner est passé, de se dire ok, Bitcoin il va remplacer toutes les monnaies demain, faut que j'en parle vite aux gens qui sont autour de moi, faut que je les fasse embarquer dans ce nouveau bateau là qui va nous sauver, et de se prendre des murs mais dans tous les sens. Et de pas comprendre au début cette réticence qu'il y a chez les gens, que ça soit... En fait, il y a vraiment pas mal de personnes différentes. T'as soit le gars, tu lui en parles, il a déjà sa vision toute faite de la chose et elle est négative.
Souvent, ça va être un mec de gauche, parce que voilà, il écoute que des médias de gauche qui en dépeignent une vision juste catastrophique, qui va détruire la planète genre demain. Ou sinon, l'autre catégorie, ça va être, il est intéressé. Genre quand tu lui en parles, il y a quelque chose qui résonne, et puis à la fin de la discussion, il va dire, oh, je m'en fous. Si le droitard un peu, il y a aussi un peu le droitard conservateur qui va te dire oui, oui, ton Bitcoin, on s'en fout. C'est un peu le, bah, c'est pas forcément un bon exemple parce qu'il est pas fermé sur le sujet, mais un peu, je vois bien, tiens, Éric Zemmour, un peu en mode oui, oui, non, mais moi je connais en fait. Il faut une monnaie nationale. Votre histoire de Bitcoin là, c'est un gadget pour adolescents. Moi, je dirais c'est plutôt tout LR républicain, hein. Ouais, c'est vrai que c'est plus ça. Ouais. Qui eux, j'ai l'impression que c'est presque un peu, ouais, ce qu'on pourrait classifier de la droite, bah ouais, la droite étatique, ouais, qui s'en fout, qui voit même pas le problème. Et c'est presque un signe d'alerte du fait qu'ils veulent pas réduire l'État, qu'en fait, technologie qui pourrait viser la diminution du poids de l'État, en fait, il la balance d'un revers la main, et toutes juste les, les, les idées un peu libertariennes, ils sont totalement allergiques en fait à ça. Tu le sens direct. Il y a rien qui résonne, rien. Et puis par rapport à ça, tu vois, bah, je pense qu'on va l'aborder vraiment juste après, parce que peut-être que les gens là, ils font pas forcément le lien, et il y en a beaucoup qui le réfutent, le lien entre Bitcoin et idées libertariennes. Parce que pour certains, Bitcoin peut être de gauche, faut avoir un QI à deux chiffres, mais why not? Euh, mais c'est surtout, pour moi, il y a aussi un autre truc dans ce que tu disais avant, quand tu vas en parler à quelqu'un, c'est si Bitcoin en plus est en plein bear market et se pète la gueule, c'est que non seulement le mec te dit je m'en fous, mais en plus il te dit ouais, en plus t'essaies juste de me convertir parce que t'es pauvre. Et ça, bah moi je l'ai quand même pas mal connu en 2022, tu vois, pendant tout le bear market, voire même 2023 parce qu'on n'était pas non plus au sommet, où non seulement t'arrives avec un truc dont les gens s'en foutent, mais en plus ça te rend même pas riche parce que t'es en train de te taper un bear market de l'enfer, que faut se dire la vérité, quand t'es en bear market, rares sont ceux qui sont encore à plus 100%. Eh oui, on a une autre activité. Nous, on ne passe pas encore notre temps à siroter des mojitos sur les plages du Salvador avec notre stack de Bitcoin. Non, on n'est pas en train de vous dire de venir nous kidnapper, on est là pour vous parler de Pixelysium, notre entreprise de développement informatique. Comme pour nos tutoriels et nos tests sur les outils de Bitcoin, on a décidé de créer Pixelysium avec une philosophie simple. Rendre la technologie accessible et adaptée à vos besoins avec pragmatisme. Vous avez peut-être déjà travaillé avec des ESN, des agences web peu convaincantes, ou de simples freelancers. Et vous connaissez la musique, un prix exorbitant, des délais qui ne sont pas respectés, une communication qui ne marche plus, tout ça pour à la fin un résultat qui n'est pas très convaincant. Chez Pixelysium, notre approche est totalement différente. Si vous aimez notre façon d'expliquer Bitcoin, vous allez sûrement adorer travailler avec nous sur vos projets de développement. Notre devise est simple. Concentrez-vous sur l'essentiel et nous nous chargeons de la technique. Durant 4 années passées dans le conseil à Paris et à Genève, nous avons accompagné de nombreux clients tels que les groupes de luxe Kering et Richemont, ainsi que la Fédération française de rugby, et on s'est même attaqué aux entreprises publiques comme la BPI et EDF. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également plein de réalisations à notre actif. Je vais pas toutes vous les citer ici, mais je vais quand même vous donner une petite idée. Une application mobile de streaming de vidéos privées Scanderia pour Idrissa Aberkane, la plateforme de gestion des ventes et des affiliés pour Consensus Network, de nombreux sites web modernes et dynamiques, des boutiques en ligne, des SaaS, des logiciels, bref, à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter notre site web pixelysium.com ou cliquer sur le premier lien dans la description qui vous permettra de transformer vos idées en réalité en réservant un appel 100% gratuit avec nous, et vous pourrez donc nous faire part de vos idées ou de vos problématiques. Et donc en plus, t'as même pas l'argument de dire oui, oui, mais au moins là il est à 100 000, donc en fait, au pire, juste si tu veux devenir riche, écoute-moi. C'est que vraiment, il n'y a plus aucun argument, et là en fait, bah, le peu de gens qui t'écoutent, c'est les meilleurs choix de leur vie, parce que ça veut dire qu'ils vont s'intéresser au sujet, qu'ils vont peut-être en acheter au meilleur moment, mais sinon tu te prends en plus, tu te fais souvent ridiculiser. Et moi je sais que vraiment 2022, et que ce soit mes potes, ma famille proche, non, parce qu'ils sont, bah, ils m'aiment, quoi. Enfin, je crois. Même ma famille, tu vois, un peu plus éloignée, les potes que je voyais assez rarement et tout, et même moi, en fait, j'avais pas envie d'en parler. Genre, en vrai, t'es honteux un peu.
T'as connu, il y a un BTC qui passe de 60 000 à 15 000, et tu vas leur expliquer que c'est une révolution monétaire et que ça a changé le monde. Ah, tu fais la gueule quand même, hein. Tu prends des pincettes quand même. Tu te dis oui, non mais il y a des chances que ça marche. Là, ça se voit pas, hein, mais crois-moi, un jour ça marchera. C'est chaud. En gros, t'as toujours l'impression que c'est le mauvais moment pour en parler. C'est toujours le bon moment pour acheter, mais c'est jamais le bon moment pour en parler. Et ouais, bah, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'à chaque fois, tu te dis, non, en fait, je vais pas lui parler de Bitcoin. Et au contraire, et c'est là toute la discussion de cette vidéo, c'est que c'est toujours le bon moment, par contre, pour parler du problème. Et c'est justement l'idée de cette chaîne YouTube actuellement, c'est en fait de vous parler tout le temps du problème qui, au fur et à mesure, s'est identifié par juste l'État. Et en fait, on se dit, bah, Bitcoin, c'est un super outil bah, pour réduire la puissance de l'État, son effet coercitif sur toutes les segments, les dimensions de notre vie. Et, euh, et donc, c'est là, en fait, pour nous, qui est la vraie bataille qui doit être faite sur nos esprits. Parce que, en fait, depuis qu'on est né, on nous persuade tout le temps, il n'y a jamais une vue contradictoire. Après, on a le droit d'aller choisir, je sais pas, un juste milieu, de se dire peut-être qu'on peut avoir un petit peu d'État pour certaines choses, j'en sais rien, mais de jamais considérer le fait que l'État puisse être considéré comme un ennemi et qu'il est juste toujours une super nounou, c'est quand même quelque chose, déjà, je pense, qui est très français maintenant. Et peut-être d'autres États, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a quasiment toute la France qui soit là-dedans. Et en même temps, je pense que c'est quand même une partie de la population qui diminue au fur et à mesure, parce que je pense que les gens commencent à se réveiller. Je pense que c'est un peu le reflet d'une citation d'Hayek qui disait que la France sera le dernier pays communiste. Je pense que c'est un virus mondial, mais je pense que nous, on est l'épicentre de l'épidémie, tu vois. On est vraiment. Déjà, on a été quand même producteur de sacrées idées de merde. C'est que c'est quand même parti de nous. D'ailleurs, c'est quand même assez drôle que, en fait, le communisme en général, enfin, et les idées socialistes soient venus on a été les premiers à les mettre en place, enfin, à les promouvoir. Puis on est quand même les derniers encore à s'y accrocher comme des espèces de Mongols. Donc ouais, je pense que le cas de la France est un cas particulier, hein. Je sais pas si, en vrai, ce serait d'ailleurs intéressant d'avoir une discussion avec tu vois, un Espagnol, un Italien, un Anglais, et plutôt des pays européens, parce qu'après, vraiment, si tu t'éloignes, la culture est trop différente, pour voir un peu leur rapport à l'étatisme. C'est un truc que je serais curieux d'avoir, tu vois. Même un Hongrois, tu vois, des pays de l'Est qui ont quand même connu des trucs hardcore. Ouais. Puis même l'Allemagne aujourd'hui, je sais pas où ils en sont exactement. Ah, ils sont surtout dans la merde. Ouais, après, j'ai l'impression que leur économie, elle va quand même mieux que la nôtre, hein. Après, c'est juste pas possible d'aller pire que nous, tu vois. Si tu le fais relativement, ouais, en dessous de nous, c'est le Bangladesh, quoi. Mais donc, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, je pense qu'il y a un premier point vraiment à aborder, même avant de parler du problème, et c'est pourquoi, bah déjà, selon toi, ouais, Bitcoin véhicule des idées libertariennes. Parce que ça, c'est un point, je pense, qui est pas clair pour les gens. Et en quoi en quoi Bitcoin est libéral, tu vois, en quoi c'est pas un projet socialiste. Tu me poses la question. Je te pose la question. Bah, comme je l'ai dit, à l'origine, l'idée, c'est de faire un cash numérique pair à pair. Donc, on pourrait se dire au début, c'est le message fuck banks. Donc, on va se passer d'intermédiaires bancaires, mais surtout, on va sortir du système fiat et ce qui va surtout ne plus passer dans les banques, c'est plus du fiat, mais c'est bien du cash numérique choisi par ses utilisateurs, qui est pas la dette de quelqu'un, et donc qui arrête la possibilité pour un État d'émettre de la nouvelle dette et qu'elle soit automatiquement utilisée par sa population et dans le commerce international, qui fait que en fait ils ont la possibilité d'avoir des fonds illimités jusqu'à l'arrivée de l'hyperinflation. Ça, bah, c'est un changement majeur. Et en même temps, on a l'impression, parce que c'est souvent comme ça et qu'on prend, et puis on t'a jamais fait un peu une histoire de la monnaie. Mais il y en a beaucoup qui vont se dire, ouais, mais tu te rends compte, c'est complètement disrupteur, on n'a jamais eu ça avant. Mais en fait, l'époque des fiat, sur l'histoire de l'humanité, c'est pas si long.
les gens ils vont te dire oui, mais à l'Empire romain, ils utilisaient la monnaie qui était frappée par l'Empire, mais c'était de l'or ou c'était de l'argent ou c'était voilà des métaux précieux. Ça restait quelque chose que si tu te ramenais avec une tonne d'or, bah ça valait quasiment la même somme en or estampillé par l'Empire. Et donc il y avait une convertibilité. C'était juste que voilà le tampon, il donnait une sorte de certificat de validité que c'était bien de l'or, que derrière il y avait pas de la merde. Et surtout, dès l'instant où ils ont commencé à tricher, c'est parti en couille. C'est que dès l'instant où ils ont commencé à remplacer l'or du denarius par de l'argent, puis des métaux encore moins précieux, euh, c'est là où il y a eu commencé à avoir de l'inflation, perte de confiance dans l'Empire, plus de quoi payer les mercenaires, faillite de l'Empire romain. Et pour ça, d'ailleurs, je vous invite à lire la série d'articles sur notre blog, sur howtobitcoin.fr, que Ulrich Fromy a écrit sur la chute de l'Empire romain et le lien avec la monnaie, qui est hyper intéressant. Et en fait, on peut faire un lien de corrélation quasiment direct entre les deux. C'est-à-dire à partir du moment où ils ont joué et qu'ils ont voulu transformer une monnaie indexée, enfin vraiment basée sur l'or, sur de la monnaie papier, en fait, c'était vraiment les prémices du papier. Bah en fait, ça a commencé à partir en couille. C'est Pourquoi juste que eux, ouais. tu dis papier? Quand je dis papier, c'est-à-dire en fait sur rien, quoi, basé sur du vent. C'est-à-dire on remplace par des métaux qui valent que dalle. Et en fait, à la fin, bah, ça revient quasiment à une valeur faciale de papier parce que le truc est complètement bancal. Après, ça vaut toujours plus qu'un billet de 20 euros en réalité. Je pense qu'il y a quand même une différence d'échelle. Genre, ça vaut Bien sûr. infiniment plus. Parce qu'en plus, là, tu compares avec du papier, mais aujourd'hui, on n'utilise même plus du papier, quoi. C'est juste un zéro de plus à la fin d'une ligne comptable. Et puis, t'as cet aspect en plus de se dire, quand c'est une monnaie bah, physique que tu peux toucher de cette manière, et les gens ils vont nous attaquer sur le fait que Bitcoin, c'est pas le cas, mais il y a un système de validation, on en parlera après. Mais au moins, l'utilisateur, quand il a sa pièce, surtout qu'il faut se dire qu'il l'a tout le temps. Il faut imaginer si tu passais toute ta vie à chaque fois toucher tes pièces d'euros et tout, à la fin, tu connais la sensation que ça a, le poids, comment c'est froid, la réaction physique, tu vois, ce genre de choses. Le son que ça fait quand tu l'as fait tomber. Ils pouvaient se rendre compte au fur et à mesure qu'il y avait un changement dans leur monnaie. Surtout que la chute de l'Empire romain, si je me rappelle bien, c'est quand même sur 300-400 ans, la durée pendant laquelle la composition elle va commencer à diminuer. Et donc, au fur et à mesure, les utilisateurs peuvent avoir l'information de l'inflation contenue dans la pièce. Alors que nous, va savoir qu'en fait, ton billet de vin d'il y a 5 ans et le billet de vin d'aujourd'hui, il n'a pas la même valeur à leur instant d'émission. Genre, en fait, c'est impossible. Et l'information de la valeur de la monnaie, elle est pas transmise. Tu es obligé de se dire, voilà, c'est quoi la masse monétaire, combien il y a de monnaie en circulation. Et en fait, personne n'est capable quasiment d'avoir cette information. Tu peux juste savoir a posteriori sur voilà sur un panier de consommation. Bah, et encore, ouais, parce que ce que tu dis là, c'est intéressant parce que il y a deux aspects. C'est que déjà, tu dis les gens, ils vont suivre la masse monétaire. Non, 99% des gens, pour eux, la masse monétaire, déjà, c'est abstrait. Le seul truc qu'ils vont dire, oui, l'inflation, c'est le chiffre que BFM nous donne, là, sur lequel ils indexent le livret A. Ils savent même pas que derrière, il y a un panier de consommation défini par l'INSEE, que ce truc est arbitraire, qui change tous les 2 ans. Enfin, tous les 2 ans, même tous les ans, je crois que ça change quasiment tout le temps. En fait, c'est une mesure purement arbitraire de l'inflation, qui omet quand même un grand truc de l'inflation, c'est les actifs. Parce que oui, aujourd'hui, les gens pensent que la richesse est basée sur la consommation. Il ne faut pas oublier qu'il y a une inflation sur les actifs. Et en fait, c'est juste la valorisation de tous les actifs qui, elle, est à minima de 7% par an. Ce qui fait que, en fait, si tu veux vraiment visualiser l'inflation aujourd'hui, c'est quasiment impossible. C'est pour ça qu'il y a des milliers de mesures qui existent. La mesure qui serait idéale, c'est ce que tu dis, c'est la masse monétaire. Sauf que pour la connaître exactement, il faut se lever très tôt. Parce que tu as plein d'agrégats monétaires, de M0 à M3, en sachant que les États-Unis mettent même plus à disposition M3, que tu as le shadow banking avec l'euro-dollar, que, en fait, on n'en sait rien. Personne sait quoi que ce soit. Et en fait, ce qui est dangereux, et on salue Tom Benoît, ce serait de prétendre savoir exactement ce qui se passe et tout comprendre. C'est un non-système, et pour ça, je vous redirige aussi vers une vidéo avec Théo Mogenet sur le shadow banking.
où en fait c'est un non-système. C'est-à-dire que personne ne sait vraiment ce qui se passe. Personne n'est capable d'évaluer la vraie masse monétaire. C'est un bordel sans nom. Donc en fait, on navigue à vue et c'est impossible de se repérer. Et en fait, et ça rejoint encore un point ce que tu disais, c'est que la transmission d'informations, elle est brouillée, mais à tous les niveaux. C'est que aujourd'hui, on sait, vous êtes incapable de savoir votre billet de vin, en fait, qu'est-ce qu'il vaut, il est basé sur quoi. Alors en réalité, c'est presque le plus simple parce qu'un billet de 20 euros, c'est une créance auprès de la BCE. Donc en vrai, c'est presque le truc le plus simple. Mais l'argent que vous avez sur votre compte Société Générale, pour savoir ce qu'il y a derrière, franchement, il faut se lever très tôt et avoir un master en finance et encore, hein, c'est pas ça que tu étudies en master. Donc ouais, la transmission d'informations est chaotique. Ça, j'invite les gens à aller regarder la dernière vidéo de Sylvain. Je ne me rappelle plus le nom de sa chaîne, No Longer Slave, là. On mettra peut-être un lien où il a fait une interview avec qui est derrière le parti milléiste français et où il explique un peu comment ça s'est passé pour lui, à la fois Sylvain et l'autre gars quand ils étaient en Argentine et justement à quel point l'inflation est terrible pour un entrepreneur pour faire du business où en fait en permanence tu sais jamais à combien tu dois vendre tes produits. Est-ce que le prix de ton fournisseur il est cohérent? Est-ce qu'il est en train de te mettre à l'envers? Et en fait ça bouge tellement tout le temps que c'est un enfer et tu t'en rends vraiment compte quand tu es en période d'hyperinflation parce que là c'est quasiment tous les jours que tu dois te reposer la question parce que entre le prix du matin et le prix de l'après-midi ça a déjà changé parce que tu as une inflation genre juste journalière qui est déjà à un ou deux chiffres. Euh, et c'est pour ça que, en fait, c'est un spectre, l'inflation et son impact sur la vie de chacun. Et on peut se dire, vas-y, 2, 3, 4, 5, 7%, c'est que dalle. Mais ça a déjà son impact. C'est sûr que quand tu arrives à des chiffres au-dessus de 10, 20, 30, là, c'est juste un truc monumental. Mais déjà, quand tu es un petit peu, tu as déjà un effet bah, de, de signal qui est brouillé, où tu sais plus trop exactement ce que tu dois faire. Et je trouve que quand tu fais le parallèle comme ça, tu te rends vraiment compte à quel point c'est terrible. Et il parlait même de tout ce qui est remboursement de prêts et de tout ce qui est gestion de ton BFR, de tes besoins. C'est juste terrible en fait parce que quand tu es la personne qui doit rembourser des crédits, c'est sympa parce que en fait tu vas tout le temps attendre la dernière minute, attendre que ce que tu dois rembourser vaille quasiment rien. Il disait à des moments quand il devait payer ses impôts, entre le rembourser le premier jour du mois et essayer je crois attendre le 15 du mois, à des moments il pouvait déjà réussir à économiser 50% parce que la valeur elle s'était écrasée. Et imagine toi quand t'as fait une créance à un fournisseur, ce genre de choses. C'est terrible de se dire, vas-y, il va me donner ma thune dans un mois ou deux. Le truc, ça va plus rien valoir. J'aurais dû juste mettre la clé sous la porte parce que j'ai perdu encore de la thune. En fait, tu rends le calcul économique impossible. Et encore une fois, bon, c'est vrai qu'on abuse avec ça, mais je vous redirige encore vers un contenu qu'on a fait avec Pierre Noisa. Parce qu'en fait, en faisant ça, on augmente l'entropie à mort. Et en fait, on augmente l'information cachée et l'incertitude. Et pour ça, je vous redirige vraiment sur la vidéo qu'on a fait avec lui aussi, où il explique bien mieux que moi ce sujet. Mais en fait, c'est vraiment, à force d'augmenter l'incertitude de partout, en fait, on fige les gens et on rend l'échange impossible. Et ce qui crée de la richesse dans une économie, dans un pays, on s'en rend facilement compte, de toute façon, c'est l'échange, c'est la vélocité des échanges, la facilité avec laquelle on se fait confiance. Et là, on peut plus se faire confiance. Non pas que je pense que mon voisin est un criminel, mais juste, en fait, je vais être figé dans mon moment de faire mon échange avec lui parce qu'il faut que je commence à faire des calculs de taux d'intérêt et des calculs d'intérêt composés sur 20 ans si on veut échanger quelque chose. Et ça devient impossible. Et là, on fiche tout. Et là, en fait, en plus de l'inflation qui est destructrice, l'économie s'effondre automatiquement, à moins d'utiliser des façons alternatives de le faire. Et ça, c'est le problème de l'État, c'est qu'ils vont imposer cette monnaie. Donc en fait, ça va être très très compliqué d'avoir des méthodes alternatives, ce qui fait que en fait tout le monde est perdant. Et il y a un dernier point qui là est source d'inégalité, mais il est vrai, c'est l'effet cantillon qu'il y a derrière. C'est que généralement cette hyperinflation, elle est liée à une impression de monnaie. Cette impression de monnaie, elle tombe pas du ciel.
c'est pas des billets qui sont largués par le Saint-Esprit, c'est une banque centrale, qu'elle soit nationale ou supranationale comme la BCE, qui va permettre l'impression de monnaie. Mais cette impression de monnaie, les gens comprennent pas, et je trouve ça c'est un point assez peu expliqué, ou je sais pas. Les gens se disent oui, non mais un ou même 1 ou 2% d'inflation par an, par exemple c'est les théories de Milton Friedman, ça peut aller, on peut augmenter un peu la masse monétaire comme ça. Ok, admettons 1 ou 2%, c'est pas très grave, même si comme tu l'as dit, sur 20 ans par exemple c'est désastreux. On l'imprime et on la distribue à qui? On en fait quoi? Il y a bien quelqu'un qui va le recevoir. Il y a forcément un premier... genre à partir du moment où ça sort de l'imprimante, ça part bien quelque part. Alors quand je dis l'imprimante, aujourd'hui c'est un ordinateur, mais vous avez l'image. Il y a forcément un premier qui va la recevoir, puis un deuxième, puis un troisième. Et en fait, à partir du moment où tu as augmenté l'offre en circulation au début, le dernier à la recevoir, il est forcément perdant parce que tous ceux qui ont obtenu 7 euros avant ont pu faire quelque chose avec, et vu que généralement c'est des gens très intelligents, ils vont acheter des actifs, ce qui fait que derrière, bah, ils vont pouvoir s'enrichir, parce qu'ils vont aller acheter de l'or, ils vont acheter du bitcoin, ils vont acheter d'autres actifs qui vont prendre de la valeur, ce qui fait que toi, à la fin, si tu veux acheter ces actifs, ils sont déjà montés, d'où l'inflation des actifs dont personne ne parle jamais, et s'ils ont en plus eu le malheur de consommer, en fait, ils vont consommer plus que ce que toi, tu as eu le temps de consommer, donc en plus, le panier de consommation va augmenter, et donc toi, derrière, tu es le dernier des Mongols, et ça s'appelle l'effet cantillon. Juste, je nuancerais ça. Ça, c'est le cas peut-être quand c'est une monnaie qui est gérée et qui est fiat, où en fait, il y a pas de, tu dois pas mettre en œuvre des ressources pour produire ta monnaie. Mais si par exemple, dans le cas de l'or, tu as une inflation Oui, oui, non, rien à voir. qui est totale, mais que tu es obligé à un moment de dépenser des ressources pour le faire, au final, l'inflation, elle disparaît. Et En même fait, dans le il cas, reste pareil, l'inflation, c'est la marge que se prend l'exploitant d'or, comme le mineur de Bitcoin, en fait. Hmm. Elle est là, la vraie inflation. C'est que tu fais la différence entre ce qui est consommé et ce qui est produit. Il reste une marge de quelques pourcents. Et en fait, lui, c'est sa marge pour faire tourner sa boîte, donc ça se répercute même pas en réalité sur les prix derrière. Et c'est ce qu'on pourrait voir même avec Monero, par exemple, qui a, je crois, une inflation de 1,6%, ou c'est entre 1 et 2%, qui, elle, sera à vie. Genre, il y a une queue comme ça d'émissions, qui peut être intéressant si on se retrouve avec un problème sur Bitcoin où on n'a plus de quoi rémunérer les mineurs. C'est un concept comme un autre. Après, moi, c'est juste que j'ai la conviction que ça sera toujours celle qui sera avec une quantité totalement limitée qui gagnera sur l'autre, parce qu'elle sera plus attrayante. Bon, après, si elle s'écroule sur elle-même, peut-être que ça sera la version du dessus qui aura atteint un niveau de réseau plus intéressant, un effet de réseau. Mais après, voilà, c'est des spéculations. Ça, c'est tout le débat, et je crois que Marius avait eu le débat récemment sur Twitter, sur la loi de Gresham, dont on entend souvent parler. Et en fait, là, elle dit que c'est la mauvaise monnaie chasse la bonne. Sauf que ça, c'est dans le cas où la mauvaise monnaie est imposée par la loi, ou est à cours légal, et donc c'est une monnaie fiat. Et on le voit, par exemple, aujourd'hui, si on fait tous l'expérience, voilà, on a tous peut-être un peu de Bitcoin, et du fiat et de l'euro, bah, on va toujours avoir tendance à vouloir dépenser nos euros intuitivement plus rapidement, parce que déjà on est obligé, et surtout parce qu'on préfère se débarrasser de la mauvaise monnaie. Ce qui fait que c'est l'euro qui va beaucoup plus transiter que le bitcoin. Et d'ailleurs, ça, c'est un contre-argument à tous ceux qui disent oui, vous voyez, votre bitcoin, il n'est pas utilisé. Bah, retire le cours légal de l'euro, et on va voir si l'euro finit pas par disparaître. Et moi, je pense, et beaucoup le pensent, et je crois que c'est Rosbach, donc économiste autrichien, qui en a vraiment parlé, et je crois qu'Hayek aussi, il me semble, à vérifier, qui disait que la loi de Gresham s'inverse dans le cas où on retire le cours légal et qu'il y a une vraie concurrence des monnaies, parce qu'en fait, bah, à terme, tout le monde va vouloir se débarrasser de ces euros, qui est une monnaie de merde, et à la fin, en fait, bah, c'est un peu le dernier qui va se les récupérer, qui pourra plus rien en faire parce que plus personne n'en voudra, parce que les gens vont exiger du bitcoin, que si t'es plus obligé de payer tes impôts en euros, bah, peut-être que les gens vont se dire, bah, en fait, j'en ai plus besoin, en fait, ça me sert plus à rien. Et même si vous gérez une trésorerie d'entreprise et que vous avez du BTC, par exemple, vous vous rendez rapidement compte que, en fait, c'est quand même des calculs compliqués. Par exemple, vous recevez une facture en BTC, bah, vous êtes obligé de convertir 20% de la TVA inclus dedans en euros pour pouvoir payer votre TVA, ou sinon il faut faire des calculs un peu tirés par les cheveux, et vous vous rendez compte que ça complexifie le calcul économique de façon colossale, alors que si vous pouviez tout conserver en Bitcoin, peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui, ils auraient des entreprises full gérées en Bitcoin, et ça marcherait très bien.
Et dans d'autres pays, d'ailleurs, c'est faisable, hein. Il y a ce point-là aussi. Et donc, si on revient sur le point dont on était parti, c'est-à-dire pourquoi Bitcoin est libéral, donc là, tu as parlé de l'aspect monnaie. Peut-être embrayer sur en quoi aussi la monnaie est aussi importante pour l'État, parce qu'on n'en a pas assez, peut-être pas assez parlé. En fait, J'aurais même rajouté, parce il y a l'aspect relation entre monnaie et État, mais il y a aussi la relation de l'individu à la monnaie. Et Bitcoin, c'est aussi, même si c'était pas la monnaie qui permet à l'État de s'endetter et qui pouvait juste la contrôler, ça reste Bitcoin une alternative qui permet d'avoir une monnaie qui est incensurable et que tu puisses utiliser dans n'importe quel cas de figure. Si à un moment t'es dans un pays qui est totalitaire, qui a des règles qui sont dangereuses pour ta vie et que tu as besoin, toi, d'avoir un moyen de transacter et de pouvoir voilà, faire des échanges avec d'autres personnes, et ben là, Bitcoin, c'est une alternative. Et pour ce cas-là aussi, c'est une arme qu'on peut appeler libertarienne, un outil qui permet de voilà, transgresser les lois qui vous paraissent nécessairement à transgresser pour survivre. ce qu'on ne vous incite pas à faire, évidemment. Ouais, mais voilà, dans certains endroits, nous, voilà, on est dans notre zone, on a des risques juridiques à le faire. Mais si au moins on l'applique à d'autres endroits, par exemple, on parle souvent du cas de l'Iran, des femmes iraniennes qui utilisaient le Bitcoin, où là, voilà, les femmes n'ont quasiment aucun droit là-bas, pas le droit d'avoir de compte, quasiment. Le cas des femmes, c'était en Afghanistan, hein, il me semble. En Afghanistan. Il n'y a Bon, pas après, l'Iran aussi. En Iran, ça doit être le même truc, hein. Du coup, elle s'était mise à l'utiliser. Il y avait une femme qui s'était fait connaître aussi pour ça. Et c'est complètement ça vient de nulle part pour eux, tu vois, c'est une bénédiction ce type d'outil. Et c'est pour ça aussi que c'est libertarien. Après, on pourrait dire oui, c'est social, les gens, c'est de gauche. Mais en fait, c'est ne pas comprendre les dimensions. Et parce que je pense qu'il y a aussi un problème de définition entre nous et les gens qui sont pas au fait de c'est quoi le libertarianisme et qui ont attribué ça à l'extrême droite. C'est juste qu'en fait, nous, notre dimension, c'est juste liberté individuelle ou coercition de l'État. Dès que tu vas en fait vers la direction où tu demandes de l'aide à l'État et qu'il faut qu'il résout tes problèmes, ça finit toujours voilà à gauche. Donc c'est pour ça que le RN, les partis communistes et tout, nous on les met au même endroit quoi. C'est à des niveaux différents, mais c'est des partis qui à la fin veulent réduire ta liberté individuelle, qui veulent prendre des décisions à ta place, recourir à l'impôt, aux taxes. Je sais pas si c'était très clair, mais Et c'est vrai que les gens confondent souvent ça, oublient en fait, il y a toujours deux axes. Il y a l'axe bon, qu'on peut dire économique, là, celui que tu décris, où tu as liberté individuelle versus, enfin, ouais, étatisme d'un côté et presque absence d'État de l'autre. Mais c'est que tu as le deuxième axe, progressisme versus conservatisme, donc vraiment au niveau des mœurs et socialement, et où là, au risque de décevoir beaucoup de gens, je connais beaucoup de libertariens qui sont très progressistes. Genre les libertariens en général sont plutôt progressistes, ils sont pas forcément conservateurs. Et ça me fait rire quand j'entends aussi il y a vraiment eu récemment des trucs, des libertariens fascistes. C'est vraiment un oxymore. On peut pas faire pire. ah ouais. C'est vraiment, c'est des nazis juifs en fait. Tu sais, vraiment des, ça n'a aucun sens. D'un côté c'est tout pour l'État, rien que pour l'État, et l'autre c'est l'absence d'État. Et comment tu concilies ça? Bah BFM TV. Voilà, bravo. C'est c'est magique. Ouais, c'est important de le rappeler. Et pour revenir aussi sur ce que tu disais avant, l'aspect social, faut arrêter de dire que être de gauche, c'est être dans le social. Être de gauche, c'est être dans le social avec l'argent des autres. Alors que quand t'es libertarien, t'es dans le social, point. Il n'y a pas de avec l'argent des autres. Je suis pas un monstre qui traite les individus comme des numéros. C'est juste que, par contre, je n'oblige pas les gens à le faire avec l'argent des autres. Et si je veux le faire, je le fais avec mon argent ou je mobilise l'argent des autres avec leur consentement. C'est juste ça la différence. Mais il faut vraiment. Et je sais, on fait souvent l'erreur d'associer, même nous, hein, gauche, social, gauche et socialisme à social, mais il n'y a rien de social dans leur truc, hein. Eux, là, ce qui les différencie de nous, c'est le vol. C'est juste ça et que ce soit bien clair. Et si vous pensez qu'on a besoin de... Comment?
Non, et si vous pensez qu'on a besoin du vol pour mettre en place un système social, désolé de vous l'apprendre, mais c'est qu'en fait, cette pensée, c'est juste le reflet de votre pensée. Et que généralement, vous êtes des immenses merdes qui projetez votre propre intérieur, qui est peut-être un peu moisi, sur les autres. Mais au risque de vous décevoir, la majorité des gens sur Terre ne sont pas des énormes merdes, et on n'a pas attendu l'État pour inventer la philanthropie, la générosité et le lien social. Hein. Ça existait avant l'État. Avant l'État qui prend 60% de ce que vous gagnez, ça existera après. Et il faut vraiment arrêter avec ce mythe parce que c'est. Et remettez-vous en question. Si vraiment. Et vraiment, c'est pas. Je veux pas dire ça méchamment, même si, bon, là, on va sûrement extraire ça et le mettre dans l'intro. Mais vraiment, si vous projetez ça, c'est que le problème, généralement, c'est vous. C'est vraiment votre façon de penser. Et posez-vous 5 minutes, posez-vous les bonnes questions et après, ça va bien se passer. Ouais, faut se dire qu'ils ont vraiment, comme tu le disais, gagné la guerre sémantique. Genre, c'est presque une de leurs premières. Quand je dis eux, c'est le groupe socialiste, étatique, de en permanence changer la définition des mots. Et quand tu commences avec ça, en fait, tu gagnes n'importe quel débat d'idées. Et comme tu le disais, tu vois, un libertarien fasciste, genre quand tu arrives à rentrer ça dans la tête de quelqu'un, mais le débat il est terminé. Parce qu'en fait, tu peux même plus leur parler. C'est c'est des nazis. Genre, c'est dingue et c'est trop fort comme arme. Et le problème, c'est que après, pour réussir à déconstruire ça et te rebaser sur des bases bien sereines, c'est super dur. Parce que c'est des vidéos à redéfinir les termes, c'est chiant à mourir. Les gens, en plus, ils se disent, mais qu'est-ce qui me baragouine, ce gars? Genre, je sais pas si t'as Et déjà fait non, l'exercice, mais c'est super chiant, tu vois. Et puis, en plus, souvent, ce que je trouve, c'est que, tu sais, tu commences à expliquer le truc, et puis, à un moment, le bug, il revient, et le mec, comme il est habitué à ses anciens termes, il revient débattre avec ça, et ça marche juste pas. Tu parles deux langues différentes, c'est infernal. et non, et t'as oublié un grand point. Ça, c'est le joker ultime. C'est qu'ils vont te dire que la définition des mots est subjective. Et là, c'est fini, c'est le endgame. Et là, par exemple, je m'en suis rendu compte, alors dans un sujet qui a rien à voir. C'est un débat sur le crayon entre Nassim Saïli, donc youtubeur muscu assez connu, et une femme forte, en épaisseur. Et en fait, ils débattent, et en fait, lui, il est un peu en train de la démonter. Enfin, il lui dit oui, parce qu'en gros, elle est pas, elle est un peu dans la vibe body positive, être gros, c'est bien, machin. Bon, why not, hein. Chacun pense ce qu'il veut. Et en fait, à un moment, il arrive comme ça un peu à lui mettre un KO. Et après, elle dit non, mais de toute façon, moi, c'est ma définition en fait des mots et ma définition des trucs. Et là, et lui, il est là, bon, bah ok. Et lui, il est extrêmement bienveillant, il est beaucoup moins dur que nous, et donc il est là en mode oui, bon bah ok, je comprends, t'as raison, si c'est ta façon de voir les choses, et il passe à quelque chose. Alors qu'en fait, là, faut juste lui dire bah t'es débile en fait. Si t'es obligé de raisonner avec d'inventer tes propres définitions, et en fait, on en revient toujours à la même chose, c'est tu t'extrais du réel. Tu te dis en fait les définitions telles qu'elles décrivent la réalité, ça c'est une table, ça c'est un micro, ça me va pas. Je vais inventer un nouveau monde fictif. Je vais me construire là-dessus. Et si tu essaies de remettre mes fondations en question, je te dis juste que c'est mes définitions et qu'on n'est pas dans le même monde. Et puis bah voilà, c'est fini. Et en même temps, c'est quand même technique comme truc. C'est, on s'éloigne au fur et à mesure du sujet principal. Oh, c'est la démonstration que Bitcoin est autre chose. Hein. C'est que, bien que redéfinir les termes, genre, why not, tu vois. Mais le problème, c'est que les définitions sont mouvantes. Parce que tu pourrais te dire, vas-y, c'est ta définition. Soit, on part là-dessus. Maintenant, ce mot-là, c'est telle définition. Et moi, je vais créer un nouveau mot qui va définir, je sais pas, l'opposé de cette chose. Et puis, on part sur cette discussion. Mais en fait, quand ils annoncent ça, qu'en fait, non, c'est ma décision, c'est ma définition, ce qu'ils veulent juste, c'est quitter le débat et te dire qu'en fait, non, moi, c'est même pas ma définition. C'est ma façon de penser et je serai indécrottable et c'est comme en fait c'est plus de dire c'est comme ça que je ressens les choses. C'est le C'est pas ressenti. comme Hein. ça qu'elles sont, c'est comme ça que je le sens et donc c'est vrai et c'est ma réalité et c'est ma vérité. Parce qu'au final même cette idée ouais c'est ma définition ça veut rien dire. Tu pourrais dire c'est en fait c'est comme un problème de maths où d'un coup tu dirais non bah maintenant c'est ma définition des termes bah très bien bah on continue l'équation avec cette définition on regarde si ça marche. Mais le problème, c'est que l'équation, elle change tout le temps. Tu peux jamais la résoudre. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est hyper important ce que tu dis parce que c'est vrai que si tu les redéfinis,
normalement, bah, tu peux en fait, il faut juste partir d'une base commune, tu vois, on se met d'accord, on peut même inventer une langue, hein, si ça leur fait plaisir. Mais le problème, c'est que si tu changes cette langue en permanence, et qu'à chaque fois que, si en fait, parce qu'en fait, c'est ça la différence, c'est que c'est pas tant un problème de définition, c'est que eux, ils vont refuser de se mettre d'accord sur un terme. Et en fait, moi, je veux utiliser le terme libertarien, ils vont utiliser le terme libertarien. On va pas décrire la même chose. Et si je leur dis, OK, libertarien, ça veut dire ça pour toi, je m'accorde avec toi. Maintenant, on utilise libertardé pour définir mon terme. Ils vont te dire non. Cette définition est impossible. Et là, tu as une erreur 404. Et c'est vrai que, et ça, bah, tu peux rien faire, hein. C'est impossible de débattre derrière. T'es bloqué. Et, euh, et, euh, et je m'en rends souvent compte aussi, c'est qu'il y a ensuite un procédé qui marche bien. C'est après, ils te descendent par association. Et qu'ils vont te dire, ils vont te dire oui, oui, ton truc, toi, ta définition de libertarien, admettons, c'est ça. En fait, vous êtes des gens géniaux, mais regarde, je peux te citer 5 libertariens, et en fait, c'est tous des nazis. Et ils vont te prendre des gens qu'on a associés à des libertariens. Ils vont te prendre Musk et Trump, qui ne sont pas des libertariens, hein, soyons assez clairs. Les deux ne le sont pas. Et ils vont te dire, voilà ce que c'est le libertarianisme. Donc arrête avec ta définition. Voilà l'exemple dans la réalité. Et ça revient un peu presque à la logique marxiste d'historicisme. Mais bref, bon, je vais pas repartir là-dessus. Mais en gros, où ils vont te prendre des gens comme ça, mettre des figures dessus, et te dire, bah voilà, c'est ça le libertarianisme dans la réalité. Donc arrête avec ta définition. Et bon, après, là, bah, c'est encore une fois, c'est foutu, tu vois. Parce que va leur expliquer qu'en fait, non, c'est pas vraiment des libertariens, c'est surtout des étatistes, machin, que oui, sur certains points, ils le sont, mais pas totalement. Enfin bref, après, c'est fini, quoi. Tu peux pas. Et le problème, c'est que si toi, dans l'autre sens, tu fais la même chose, où on te dit, oui, moi, je suis communiste, et tu l'associes à Staline, bah, le problème, c'est qu'eux, ils vont avoir la même rhétorique. Et en vrai, ils auraient raison de te dire ça. C'est qu'ils auraient raison de te dire, oui, mais Staline, c'était pas communiste, c'était du capitalisme d'État, c'était du socialisme. Et là, après, tu pars dans un vortex, c'est compliqué, hein. Parce que oui, en vrai, j'ai envie de dire, dans ce truc-là, bon, bah oui, on va pas être objectif en disant ça, mais on a raison. Oui, ok, Staline n'était pas communiste, mais il était socialiste, et il a appliqué la vision de Marx et Engels quasiment à la lettre, et on a vu comment ça a fini. Ça n'a pas été le seul à le faire, et à chaque fois, ça a fini pareil. Donc, bon. Et voilà, c'est juste pour dire que le problème, c'est que cette rhétorique-là, en plus, s'applique chez eux, donc en plus, c'est très difficile après de rester cohérent. Ouais. Ces cas-là, en fait, juste leur, bah, Alors, en fait, montrer. ferme ta gueule, en vrai. Ferme ta gueule. Non, mais en gros, après, faut montrer par la pratique et dire voilà, il y a un cas où, ouais, quand on va vers vos idées et qu'on est objectif sur vraiment qu'est-ce qui est socialiste et qu'est-ce qui ne l'est pas et on applique on voit qu'à chaque fois il y a un appauvrissement, on va vers de la mort, de la famine, des problèmes, de la guerre. Et ça, je veux dire, qu'est-ce que tu veux donner comme contradiction à ça? Et qu'à l'inverse, quand on donne davantage de liberté aux gens, qu'on les laisse faire leur contrat eux-mêmes, et ben à chaque fois, on a une société qui se met à être qui prospère. Et, et ça, ils veulent pas vraiment l'entendre, en fait. Ils veulent que ça soit leur utopie qui fonctionne. Et ils veulent pas qu'il y ait une utopie qui soit basée sur une sorte d'égoïsme à la base, où en fait d'abord tu penses à tes intérêts, à toi, à comment tu vas survivre, ensuite tu commences à élargir ton centre, mais tu commences pas par d'abord te définir par rapport au groupe dans lequel t'es. Et c'est là où il y a cette histoire de voilà, ils sont déconnectés du réel. Et comment on retourne sur nos pattes avec Bitcoin? Euh, Bah, c'est justement en fait ce problème de communication. Bah, il y a un moment, faut se mettre d'accord sur c'est quoi le problème. Et le problème, bah, c'est d'abord l'État. Et en fait, si tu continues à parler avec des Français qui sont persuadés que à la fin, s'ils votent un tel, il va résoudre leurs problèmes, bah en fait, il va jamais se dire que faut retirer le pouvoir à ce gars. Et c'est pour ça qu'on fait tout ce travail de se dire, mais non, tous ces gars, c'est les mêmes gars, c'est que des socialistes, c'est 50 000 de socialisme, mais à la fin, ça finit toujours mal, et c'est pour ça qu'on fait How to Bitcoin, pour expliquer la solution Bitcoin, et vive la liberté. Et bah justement, là, je pense qu'on a bien souligné vraiment les aspects philosophiques, politiques et économiques du sujet Bitcoin, qui sont des portes d'entrée. Et c'est ça aussi que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'ils voient le problème en fait, ils voient l'entonnoir dans le mauvais sens. C'est qu'ils pensent qu'en fait, on rentre
par Bitcoin, et après on finit par s'intéresser au sujet. C'est le cas hein, dans certains cas, il y a des gens, ils tombent sur Bitcoin et ils s'intéressent à Bitcoin puis à d'autres sujets. Mais ce qui est quand même plus souvent le cas, c'est que l'entonnoir, il est dans le bon sens. Et en fait, ça va être par exemple, pour vous donner des gens connus qui sont passés sur notre chaîne, Théo Mogenet, qui s'intéresse à l'économie autrichienne et qui va finir par tomber sur Bitcoin. Et en fait, ou Nathalie Janson, par exemple, qui sont des économistes libéraux, qui s'intéressent à l'économie autrichienne. Pouf, à un moment, Bitcoin tombe et ils se disent putain, c'est un peu la pièce manquante qui manquait à l'idéologie autrichienne. Pont que Saif Dinamous fait très bien dans ses livres, justement. Et là, c'est une révélation. Mais eux, ils sont pas rentrés de Bitcoin comme ça. C'est d'abord, ils se sont intéressés à l'économie. Moi, si je prends mon expérience personnelle, ça a été l'aspect financier pur. Gagner de l'argent. J'avais envie de gagner de l'argent, rapidement et bêtement. Je suis tombé sur Bitcoin. Ça a été ma porte d'entrée. Et ensuite, de Bitcoin, après, j'ai fini par m'intéresser au reste. Mais je suis pas tombé sur Bitcoin en premier. Il y a d'abord une amorce. Et j'ai presque envie de dire que celui qui m'a fait m'intéresser à Bitcoin, c'est l'entrepreneur un peu scammy sur YouTube qui me parlait de développement personnel et qui me disait qu'il faut que je devienne riche. Et en fait, c'est lui qui finalement m'a amené à Bitcoin quand on m'en a... Je dirais même c'est dans la plupart des cas, et je pense pour toi et pour moi, ce qui a vraiment permis d'être ouvert et d'être réceptif à ce message-là, c'est parce qu'il y a un moment, on avait quelque chose en nous qui nous disait, en général, on se fait scammer par l'État. Il y a une arnaque. Souvent, ça va être le côté, le millefeuille à la française de tous ces gars qui foutent rien, ce cliché qui est malheureusement vrai du fonctionnaire qui en branle pas une, qui fait la grève, qui te casse les couilles toute l'année. Ils sont pas tous comme ça, mais le problème, c'est qu'à la fin, ils ont un pouvoir tel et le système est fait de telle façon que voilà, ils finissent par avoir un comportement parasitaire, comme on en parlait dans la dernière vidéo. Et j'ai l'impression que moi, c'est vraiment cette réalisation que d'un coup, qui rentre en toi et à laquelle même tu finis par t'identifier, qui permet le jour où tu as un outil comme Bitcoin qui toque à la porte, d'être tout à fait réceptif et de sentir quelque chose. Se dire, OK, il y a un outil qui me permet d'avoir davantage de pouvoir, de quand j'ai une discussion ou un problème ou une altercation avec l'État, il y a un moment, j'ai la possibilité de dire non. Ce qui est totalement nouveau, tu vois. Avant, on va dire non à l'État quand il te dit vas-y, envoie-moi ton argent. Tu pouvais rien faire. En fait, tu pouvais dire non, tu lui envoyais pas, mais il y a un moment, il va toquer à la porte de ta banque, il le prend direct. Alors que là, tu peux au moins dire non. Il va devoir venir te chercher, faire venir la police, l'armée ou je sais pas quoi. Ça prend déjà un peu plus de temps et je te dis bon, ok, il faut qu'il commence à vraiment se mettre en branle pour qu'il se passe quelque chose. Et ça change un peu le rapport de force. Ouais. Et puis c'est un peu le même parallèle, je trouve, avec les armes, tu vois. Où en fait, tu dissuades quand même un petit peu de... En fait, tu peux plus appliquer une pure répression financière, parce qu'en vrai, et c'est le nerf de la guerre, hein, appliquer une répression financière sur les gens où en fait tu touches à leur porte-monnaie, tu impactes tous les pans de leur vie. Donc si tu retires ça, et que ça veut dire qu'il faut qu'ils viennent chez toi, voilà, venir te chercher, machin, et bah là déjà tu dissuades un petit peu parce que lui, en fait, il y a aussi un... L'État est un acteur économique, il y a un coût d'opportunité à un moment. Est-ce que pour aller lui récupérer 1000 euros d'impôts non payés, je vais faire déplacer une voiture de police, des huissiers, enfin ça va être une galère. Ce qui fait que bah logiquement, on devrait se dire tout le monde devrait être puni, ce qui devrait être le cas dans un État sain. Dans l'État actuel, peut-être qu'il y a des gens qui mériteraient de ne pas être emmerdés pour ça. Et ce qui fait qu'en fait, bah, avec ce coup d'opportunité, juste en fait, on te laisse tranquille et t'as gagné. Et c'est un peu le même coup d'opportunité pour moi aussi qu'avec des armes. Quand les individus sont armés, bah, en fait, tu peux quand même beaucoup faire moins de la merde parce qu'il y a un équilibre qui se crée où tu te dis, ok, là, je vais essayer d'enculer 90% de la population, mais s'ils se soulèvent, je meurs. Genre, c'est des gens qui vont venir devant l'Élysée, ça va être les gilets jaunes, mais des gilets jaunes avec des armes de guerre. Et là, tu te dis, ouais, peut-être que finalement, j'ai pas tant à gagner à faire ça et je vais rester tranquille. Et on le voit, hein, les pays où la population est armée, on respecte quand même beaucoup plus la liberté individuelle. On le voit aux États-Unis, hein. Par exemple, on peut se dire, la comparaison entre pays n'est pas valable. Comparé à un État avec un port d'armes assez laxiste et ceux où c'est interdit, alors déjà, vous verrez que ceux où c'est interdit, bon, c'est là où se font les tueries de masse, généralement. Et qui plus est, en fait, bah, le rapport de force est quand même assez différent. Je pense que vous comparez la Californie et le Texas à ce niveau-là, on se sent quand même peut-être plus libre au Texas et moins taxé qu'en Californie, donc ça se répercute derrière.
Et le rôle des armes là-dedans est assez important. Et Bitcoin, même s'il permet pas de projeter vraiment de la puissance comme ça, c'est un moyen de défense. Faut vraiment le voir comme ça. Ouais, c'est un contre-pouvoir. C'est exactement comme est construit au final à l'origine les États-Unis. C'est de se dire, c'est quoi, oui, il y a le premier amendement, c'est la liberté d'expression, et il y a le second amendement qui est censé protéger le premier et qui est le port d'armes. Et tout est un peu construit de cette façon aux États-Unis. On en parlait avec Oussama Hamar. Attends, il y a un terme, Check and balance. check and balance. Parler dedans et en fait tout un peu les États-Unis est construit là-dessus, c'est que tu vas avoir une instance de pouvoir qui est donnée à l'État et puis normalement tu as son opposé qui est censé à chaque fois contrôler les actions et de vérifier qu'il n'est pas en train de grossir et prendre davantage de pouvoir. Le problème c'est que ça finit toujours par partir en vrille et aux États-Unis ça marche plus. Sûrement à cause de l'arrivée des fiat et du dollar qui est contrôlé par une banque centrale. Et justement, on en revient à Bitcoin. C'est pour ça, à chaque fois, voilà, on revient, on retourne sur nos pattes, que l'arrivée du dollar qui permet après un pouvoir beaucoup trop puissant. Que, on répète, hein, mais à chaque fois, l'État, au début, il est capable de vivre seulement grâce à l'impôt. C'est seulement parce qu'il va aller prélever l'impôt qu'à la fois, à la fin, il a un budget qui lui permet de dire, bah tiens, on va répartir de cette façon, on va créer des routes, des hôpitaux, on va faire la guerre, on va faire des choses. Mais si demain tu arrêtes de payer tes impôts, si toute la population s'arrête, il n'y a plus d'État. Et par contre, si à un moment il se met à demander trop et que bah, déjà la population s'appauvrit, qu'elle est même pas en capacité de le donner parce qu'il faut d'abord qu'elle se nourrisse, il y a un moment où elle arrête de demander l'impôt ou elle le réduit. Et le moment où elle est capable de contrôler la monnaie, de faire de l'inflation monétaire et de arrêter de demander le consentement à la population en demandant l'impôt, euh, bah en fait c'est endgame et c'est ce qui s'est passé dans quasiment tous les États aujourd'hui dans le monde qui ont leur propre monnaie. Il n'y a plus de consentement à l'impôt. Ouais. Ouais, bah c'est vraiment le tour de passe-passe ultime. Parce que, en plus, là où nous, c'est accentué, c'est que on utilise une monnaie commune à l'Europe qui fait que, bah, j'ai envie de te dire, tu vois, par exemple, dans le cas de l'Argentine, il y a un moment où ça commence à se voir. Tu sais que tu peux pas prendre 100% d'impôts aux gens, tu leur prends la moitié de ce qu'ils gagnent, au-delà, c'est insupportable. La casserole commence à trop bouillir, donc t'imprimes, mais ça commence à se voir assez vite, les effets. Le problème, c'est que nous, à l'échelle européenne, pour les voir, les effets, c'est très long, c'est très très long. C'est douloureux, on s'en rend pas compte. Si demain la France se met à beaucoup plus s'endetter, donc imprimer beaucoup plus d'euros, ça va tellement être dilué dans la masse monétaire européenne, ça va mettre tellement de temps à se propager qu'en plus on va pas se rendre compte. Donc c'est un pouvoir colossal. Et avec le dollar, c'est encore pire. Le dollar, c'est une monnaie, c'est de la même chose à l'échelle du monde. Donc les États-Unis, ils impriment 1000 milliards, ça se ressent même pas. Et derrière, l'État américain fait ce qu'il veut. Il va envahir l'Afghanistan, il déclenche une guerre en Irak, il fait ce qu'il veut. Donc, faut vraiment se rendre compte de ça. Et c'est d'ailleurs pour ça hein, que le peu de fois où il y a eu des référendums, les États s'en battent les couilles de ce que vous dites. C'est parce que derrière, en fait, votre avis, on s'en fout. Rentrer dans la zone euro, vous ne voulez pas, on va quand même le faire. Et vous allez faire quoi? Bah rien, parce que vous êtes des cucks. Je renvoie les gens vers un discours qui avait été fait par euh, le président du Salvador, Nayib Bukele. C'était il y a déjà au moins 3 4 ans. Je pense que c'était quasiment au niveau de son premier mandat. Il avait fait un discours, je crois que c'était pour l'annonce de la Bitcoin City. Je ne me rappelle plus exactement, mais vous pouvez vite le trouver, où il disait, mais genre, la monnaie fiat, c'est un énorme scam. Et la preuve, c'est pourquoi on vous demande de l'impôt alors qu'on est capable de créer de la monnaie. Et il disait à tout le monde, en fait, on se fout de votre gueule. Genre, l'impôt, c'est juste là pour donner l'illusion que on a besoin de le prélever, que c'est encore de cette manière que ça marche. Mais dans les faits, bah, c'est un plus. Mais la véritable manière pour un État de se financer aujourd'hui, c'est juste créer de la monnaie via l'endettement. Ce que tu dis là, c'est vrai, mais en fait, il y a une notion qui est encore plus perverse. C'est que l'impôt est quand même nécessaire pour entretenir la planche à billets. C'est qu'en fait, la contrepartie de l'impression de monnaie, c'est le prélèvement de l'impôt.
c'est que si l'État n'est plus en mesure de prélever de l'impôt, il sera plus capable de lever de la dette sur les marchés parce que aujourd'hui, quand quelqu'un achète la dette de l'État, ce qu'il achète, c'est sa capacité future à prélever de l'impôt. Mais s'il en prélève plus, personne ne lui prête. Et donc, en fait, c'est encore pire. En fait, c'est largement pire. C'est Ouais, en largement pire fait, parce qu'en fait, on vous prélève de l'impôt pour vous maintenir en esclavage. C'est horrible, en fait. en gros, c'est plutôt qu'ils ont mis toute la France en collatéral et que en fait, ils ont une ligne de dette qui est équivalente quasiment à bah, l'ensemble des ressources qu'il y a en France et qu'on leur accorde un peu d'argent en avance sur ce qu'on possède. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un moment, il y a une fin. Qu'une fois que tu as tout cramé, bah, il y a un moment où vraiment on arrête de te prêter. Mais ouais, Ouais. c'est intéressant de Et puis, tu parles qu'en termes de ressources, mais moi, ce que je trouve plus grave, c'est qu'en fait, on s'est exprimé pour moi en termes d'être humain, tu vois. En fait, on met en gage votre force de travail future. On se dit, bah, lui, il a 20 ans, il a allez, au moins 40 ans de travail à passer ici. On va pouvoir lui extorquer tant. Vous pouvez vous projeter, donnez-moi 10 aujourd'hui, je vous rendrai 15 dans 20 ans, et tout ira bien. Parce que Jean-Michel, ou Nicolas, hein, pour toujours revenir à lui, il va travailler 42 ans, on va lui prendre la moitié de tout ce qu'il gagne, et ça va bien se passer. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les gens disent oui, la France a du mal à imprimer, enfin pas imprimer, mais à financer sa dette. Pas tant que ça, parce que vu qu'on est les meilleurs recouvreurs d'impôts au monde, on a un taux de plus de 90% de recouvrement de l'impôt, qui est énorme. Hein, le recouvrement de l'impôt, c'est ce qu'on théoriquement on est censé prélever versus ce qu'on prélève vraiment. Donc en fait, on déduit de ça généralement la fraude fiscale, en gros, et que on prélève 50% de ce qu'on gagne sans que les gens soient dans la rue. Bah, c'est pour ça que les gens continuent de prêter. Ils disent putain, ils ont trouvé un cheat code, c'est des monstres. Ils ont des inspecteurs des finances publiques, c'est des machines de guerre. En plus, c'est une population de cuck qui accepte de payer 60% et qui en redemande plus parfois. Et let's go, on leur prête. Hein. L'espérance de rentabilité, elle est géniale. Alors de moins en moins, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a de plus en plus de gens comme nous, mais c'est magique. Donc en fait, ouais, l'impôt, aujourd'hui, en résumé, c'est vraiment votre mise en esclavage, c'est la contrepartie de votre mise en esclavage futur. Et voilà, si vous consentez à ça, tant mieux. Nous, non. Donc faites les bons choix et adoptez Bitcoin pour éviter d'être des esclaves. Même si Bitcoin ne vous empêche pas de devoir payer vos impôts, mais vous pouvez commencer à avoir des mécanismes de riches, tu vois, qui passent pas que par Bitcoin. Hein. Les mécanismes que les riches utilisent, c'est avoir une société, être non imposable le plus possible, faire tout votre pouvoir pour arrêter. Vous êtes salarié, posez-vous les bonnes questions. Quand vous recevez à la fin 2000 euros net, mais qu'en fait on a dépensé 4500 euros, ça veut dire que vous avez créé l'équivalent de quasiment 4500 euros de valeur qu'on vous a laissé que 2000 à la fin. Bah, peut-être que si vous étiez indépendant, si vous travailliez ailleurs, vous auriez plus. Je trouve que c'est le bunker qui est bien axé là-dessus. Je vous conseille aussi d'aller voir leur chaîne, c'est des amis. Et tout leur objectif, c'est de vous donner des outils et des témoignages de personnes qui ont pour mission en permanence de réduire leur surface d'attaque. Et c'est justement un des outils des bitcoins. C'est pour ça qu'eux, ils sont aussi bitcoiners, qu'ils en parlent régulièrement. Parce que Bitcoin, c'est un super outil pour réduire ta surface d'attaque par rapport, que ce soit l'État ou des mafias ou n'importe qui de criminels. Il s'avère que l'État est souvent criminel. Mais ouais, il y a pas mal de bons témoignages, de bonnes choses. Et puis, ça peut compléter votre palette d'outils pour réduire votre surface d'attaque et comme tu le mentionnais, créer une société, avoir deux passeports, ce genre de choses. Bon, au fur et à mesure, c'est des choses qui demandent davantage de ressources. Ou l'inverse. Il y a moins. Un bon moyen aussi de réduire sa surface d'attaque, c'est de devenir insolvable. Bon, il y en a qui arrivent à être insolvables, mais être milliardaire. T'as des mecs comme, c'est qui, c'est Drahi, qui est milliardaire en même temps qu'il est insolvable parce qu'il est tellement endetté. Ou sinon, bah, t'as le SDF, t'as le mec qui est dans sa caravane, le Rhum, voilà, la caricature. Et ces genre de gars, ils font un gros doigt dès que t'as le premier policier qui arrive, tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire de plus? Au pire, voilà, pour le SDF ou le mec de cité, même, il va se faire enfermer, il va être nourri, logé dans une prison. C'est quasiment l'hôtel pour certains. En parlant du bunker, il y aura une vidéo qui arrive à la rentrée avec eux où justement on a fait un crossover tous les quatre, où justement ils expliquent pas mal leur vision et c'est la conclusion à laquelle on arrive, c'est qu'on se complète plutôt bien.
Nous, on est les versions un peu modérées et intellectuelles du sujet, et eux, c'est la version pragmatique, left bell curve, comment faire, outils pratiques. C'est comme ça qu'ils s'identifient. Hein. On les a pas identifiés de cette manière. De quoi? C'est comme ça qu'eux-mêmes Oui, oui, s'identifient. Hein. oui. Ah oui, non, je dis pas qu'ils sont idiots en plus, lambda. Les gestions sont loin d'être bêtes, mais c'est comme ça en tout cas qu'eux ils se définissent, ce que je trouve très drôle. Hein. Ils disent c'est nos cousins redneck. Je trouve que l'analogie elle est vraiment très drôle. Je voulais aussi parler pour essayer de boucler un peu, qu'on fasse toutes les facettes de Bitcoin. Et je pense que c'est aussi un truc, nous, qui nous a pas mal aidé. C'est l'aspect énergie et environnement, qui est un gros sujet. Et tout à l'heure, tu parlais aussi on se rend compte que tout est un scam. L'État, c'est un scam, machin. Bah, nous, il y a quand même un scam qui nous a pas mal trigger. C'est l'environnement et le sujet du CO2. Non pas que l'environnement est un scam en général, hein, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit, ne nous faites pas dire non plus qu'on nie en bloc qu'il y a des endroits où les températures augmentent. Nous, ce qu'on met juste en question, c'est en fait même le bout du tunnel, c'est quand bien même tout soit de facto vrai, est-ce que ça vaut le coup d'employer la coercition pour potentiellement résoudre des problèmes dont on n'est pas sûr? C'est juste ça. Le fond du est-ce que ça se réchauffe? Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Est-ce que le responsable est le CO2? Il y a du pour, du contre. Est-ce que c'est l'être humain qui est responsable du CO2? Il y a des pour, il y a des contre. Et en fait, on peut tout potentiellement remettre en question, parce que c'est de la science et qu'il n'y a pas une science. Et à la fin, même si on est d'accord sur ça et qu'on suit le rapport à l'attention des décideurs du GIEC, qui est différent du rapport du GIEC, je le rappelle, même ça, à la fin, est-ce que ça vaut le coup de dire aux Africains qu'il ne faut pas qu'ils se développent parce que sinon, dans 50 ans, on va mourir? Est-ce que ça vaut le coup de dire aux Français qu'ils vont s'appauvrir alors que les Chinois font l'inverse? Je ne sais pas. Est-ce qu'il ne faut pas mieux laisser les choses faire? Est-ce que ça vaut le coup et est-ce que ça a un quelconque impact de le dire et même de l'imposer parce qu'au final, il va rien se passer. Genre, eux, ils ont juste envie de vivre et de se développer. Tout Bien ce que sûr. ça fait, c'est en fait les personnes qui ont une surface d'attaque suffisante, ces personnes-là, bah, elles se font toujours avoir. Parce qu'elles, en fait, on va pas leur demander leur avis, on va juste augmenter leurs taxes, augmenter les règles, et ils vont toujours dire oui jusqu'au jour où peut-être ils prendront la baïonnette et ils iront refaire une révolution. Et ça me fait penser aussi, tu dis ça, c'est les jours fériés pour la canicule, tu vois. C'est un peu le même genre de truc, c'est il fait chaud, pour sauver les vieux, on va travailler un jour de plus. Au final, on sait même pas pourquoi, gratuitement. Mais voilà, ça a été fait, c'est passé, c'est resté. Et vous travaillez comme des cons. Vous payez votre malus quand vous voulez acheter un véhicule thermique. Ça va sauver qui? Personne. Est-ce que ça fait du bien à la planète? Pas du tout. Parce que pendant ce temps-là, vous êtes juste en train de vous appauvrir comme des gros mongols. Et c'est ça surtout. Des taxes sur le carburant. Bah, au final, qu'est-ce qui se passe? Bah, 80% de la composition du prix du carburant, c'est pour l'État. Parce que, parce que le pétrole, c'est mal, mais on sait juste pas faire sans. Donc on va quand même vous traire. Et c'est tout le temps ça. C'est on va le faire. Ça va remonter à l'État, parce que c'est l'État hein, qui récupère toutes les taxes, machin, toutes ces incentives. Mais derrière, est-ce que lui, est-ce qu'on paye une armée de gens qui viennent dépolluer les sols, ramasser le plastique dans la mer? Non, non. Hein. Derrière, c'est pour distribuer le RSA, les retraites et la Sécu. C'est pas pour sauver le monde. Hein. C'est de toute façon toujours cette vision qu'ont les étatistes, les gauchistes, de se dire le système est simple, je peux mettre pause, changer un petit paramètre et voilà, l'équation elle est résolue et je vais l'emmener dans la direction que je veux. Et ça me fait penser exactement au dilemme qu'il y a eu avec les, euh, les restrictions et toutes les règles qui ont été mises, ça c'est un terme là, sur la Russie. Tu sais, quand on a dit, voilà, Sanctions, maintenant, ouais. les sanctions, on va interdire aux Européens d'aller chercher leur pétrole. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Juste ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a acheté 2, 3 fois plus cher à l'Inde et elle a pris sa com et au final, il y a juste la Russie maintenant qui est moins dépendante de l'Europe. Et demain, Ouais. si on décide de redire oui à la Russie, deux chemins, elle pourra faire jouer la concurrence. Ça veut dire, OK, qui donne le plus? Et on va juste payer notre pétrole plus cher ou notre gaz. Et mais tu sais que cette anecdote, là, on parle de ça, mais je l'ai vraiment vécu en vrai, dans un salon de coiffure. Je me fais coiffer par un Libanais à côté de chez moi. Et il y avait un monsieur, un Algérien, qui est venu, donc il connaissait le patron et tout. Et j'écoute leur discussion parce que j'ai que ça à foutre. Et en gros, il lui dit, et là, il y a eu récemment des sanctions qui sont tombées entre la France et l'Algérie, qui bloquent les imports-exports. Enfin, c'est devenu un bordel.
Et le mec fait du business justement d'import-export entre la France et l'Algérie. Et du coup, le patron du salon de coiffure, il lui dit: «Alors, comment vous faites? C'est compliqué, ça doit être compliqué, ça a dû prendre un coup au business». Il dit: «Bah, ouais, ça fait un peu chier, c'est vrai qu'on perd un petit peu, mais en fait, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on vend à l'Italie. On on a un prestataire en Italie à qui on vend, et lui, il revend en Algérie. Et en fait, rien n'a changé. C'est juste que, bah voilà, on a perdu quelques pourcents de commission entre l'Italie». Et c'est Bah, l'exemple même. le changement, c'est que toi, en tant que consommateur, voilà, tu payes Tu trois payes quatre plus. pour plus. Tu payes de la taxe de l'Italie, qui prend ça comme. Mais c'est vraiment, et tu sais, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, putain, mais c'est merveilleux, en fait. C'est merveilleux parce que même à une petite échelle, tu vois, c'est une petite boîte, je sais pas ce qu'ils font, mais ça, c'était pas un conglomérat, c'était pas le pétrole, Pétrus. Mais à quel point le marché s'est réadapté et a fait un gros doigt d'honneur à ça, mais c'est juste magnifique. C'est magnifique. Et en fait, on peut même je pense que c'est ce qui va passer, par exemple, avec les tarifs douaniers, que les États-Unis imposent. Bah, si, je sais pas, entre la France et les États-Unis, c'est 20%, et la Suisse et les États-Unis, c'est 10%. Bah, il y a pas mal d'entrepreneurs français qui vont ouvrir une filiale en Suisse, qui vont vendre à la Suisse, qui vont passer de la Suisse vers les États-Unis pour économiser les 10%. Ce qui fait qu'en fait, bah, ça démontre que Trump est quand même pas forcément fut-fut à ce niveau-là. Et que du coup, bah, en fait, voilà, le français va moins gagner d'argent, l'américain va payer plus cher. Qui a gagné? L'État. Qui a perdu? Nous tous. C'est toujours la même chose, hein. Il y a vraiment, même dans ce cas-là, l'entrepreneur ne gagne rien. Des fois, j'ai dit que c'est lui le méchant gagnant, mais là, vraiment, c'est net négatif. Donc, c'est vraiment un parfait exemple. Et pour revenir donc sur le sujet climat, environnement, énergie, c'est que c'est aussi un bon sujet parce qu'il y a un volet énergie et environnement avec Bitcoin qui est un bon argument et qu'on a beaucoup utilisé pour convaincre justement bah, les gens un peu réticents. C'est que généralement, bah, c'est un sujet qui fait quand même relativement consensus dans la population. Le sujet de l'environnement et du climat, il faut vraiment être un nazi pour dire non, non, moi je veux que la planète brûle. Et en fait, expliquer qu'il y a tout un volet énergie sur Bitcoin via le mining qui va chercher toutes les, les surplus d'énergie électrique pour les consommer, enfin les transformer, miner du Bitcoin, et qu'en fait les mineurs, leur but c'est de chercher l'électricité la moins chère, donc c'est surplus, et qu'il y a un cercle vertueux que derrière, ça permet aussi par exemple de brûler le méthane des torchères qui extraient du pétrole, etc. En vrai, Bitcoin est parfait là-dedans, mais surtout qu'on n'a pas besoin de le faire par vertu pour sauver l'environnement, mais par pur égoïsme pour faire de l'argent. Bah, ce truc, c'est juste magique. Tu te dis, je suis un méchant capitaliste, je veux gagner de l'argent, mais en plus, je vais servir la soupe à tous les écologistes et je vais faire infiniment mieux qu'eux, de façon efficiente. Je vais m'enrichir et ouais, je vais peut-être potentiellement en plus aider la planète. C'est somptueux. Et encore, ça pour moi, c'est vrai que c'était l'argument qu'on avait utilisé en grande partie sur la conférence qu'on avait fait dans notre ancien cabinet de conseil. Mais c'est presque anecdotique par rapport à juste changer de monnaie et de plus être basé sur un système de dette où en fait tu hypothèques ton futur pour le présent. Tu dis bah en fait oui, toutes les ressources qu'on a dans le futur, je peux les avoir maintenant, les consommer tout de suite, ce qui est le principe de la dette. Et donc tu te retrouves avec un système bah, de consommation où tu es toujours poussé à consommer le plus rapidement possible. Et tu as tout de suite l'image, hein, quand tu es en hyperinflation, ce qui se passe, c'est que dès le premier jour du mois où il y a le salaire, tout le monde court pour consommer le plus rapidement possible parce que ta monnaie elle diminue. Donc imaginez quand c'est à 100% ce que ça donne, quand c'est à 50, 7, 8, 2% d'inflation, le principe reste le même à peu près. C'est juste la force du phénomène qui est différent. Et pour Bitcoin, c'est juste, c'est un changement majeur, quoi, de se dire que là, d'un coup, tu as une monnaie, tu peux lui faire confiance pour conserver ton pouvoir d'achat et ta capacité demain à pouvoir le dépenser et avoir à peu près la même chose que tu avais à l'époque, voire plus. Donc ça, c'est un énorme changement et c'est quasiment le pire aujourd'hui niveau vraie pollution, si on enlève scam de la température. Là, on va vraiment pouvoir se dire, vas-y, bah, on essaie d'acheter des choses qui durent, de consommer intelligemment, parce qu'en fait, c'est codé dans le système. Ouais, c'est ça, c'est que c'est le point le plus important, c'est non coercitif. On n'oblige pas les gens à ne plus acheter sur AliExpress et Shein. On aligne leurs incentives avec une réalité qui, oui, personnellement, même si j'aimais pas forcément du jugement de valeur, mais je trouve ça
complètement con de faire des commandes Temu tous les jours, ou Chine ou AliExpress. Ça ne remplit aucun besoin à part de l'achat compulsif. Mais en fait, on réalise les incentives, et je suis complètement d'accord. Pour moi, ça c'est 99% du boulot et le reste c'est 1%. Le seul truc, c'est qu'en termes de, bah, si tu parles à des, bon, à chaque fois je prends l'analogie du QI, mais c'est pas forcément le QI, c'est plus l'intelligence et l'honnêteté intellectuelle. Si les gens sont assez peu honnêtes intellectuellement et que tu as besoin de les convaincre assez vite, généralement l'argument que je disais juste avant, donc ça permet de limiter les émissions de CO2, machin, ça fonctionne. Et surtout, il y a moins besoin d'explications. Tu vois, tu montres un schéma rapidement. Mais je trouve que ils te le rétorquent quand même très vite. Ils arrivent à te le mettre à l'envers, ou ils te disent en fait, ouais, mais d'un coup, tu permets, parce que quand tu es vraiment écologiste, tu dis, il faut réduire l'activité humaine. Ouais, Donc, décroissance, ouais. ou des moyens de contourner ça et de rendre ça meilleur. Ils disent, ouais, mais c'est une connerie. Ça veut dire que tu permets d'un coup de créer davantage de centrales, d'augmenter l'activité humaine, d'augmenter le nombre d'humains sur Terre, et c'est catastrophique. Oui, ils veulent juste arrêter tout, tu vois, quasiment faire un suicide collectif. Donc, quasiment qu'il y ait de l'espoir. Eux, ils te retournent le truc. Ils disent, ouais, mais c'est un malheur. Hmm. C'est vrai Ça, que ça tu peux dépend au à moins, quel niveau. ouais, c'est vrai que tu peux aligner ça. Enfin, tu peux aligner ça. Tu peux quand même lui dire que la décroissance c'est contraire à la nature humaine, mais au moins leur dire que nous, on a une politique qui est pas décroissantiste, mais qui est juste au moins un réalignement de valeurs, et qu'on favorise la moins consommation par rapport au modèle inflationniste qui favorise la surconsommation, même si enfin, c'est toujours très relatif de dire plus, moins, machin. Il n'y a pas de bonne façon de consommer, mais juste c'est un alignement d'initiatives qui fait que c'est plus sain, quoi. J'en parlais avec un mec que j'ai rencontré ici. Je finis toujours par parler de Bitcoin et d'économie. Je peux pas m'en empêcher. On avait justement ce débat. Et à un moment, il m'a dit, ouais, mais me dis pas que t'es climato-sceptique. Ça, on arrive à cette question. Je dis, bah, si. Et heureusement, le débat était vraiment intéressant. Il était là pour apprendre et moi aussi. Je lui dis, mais pour moi, genre le débat, il sert pas à grand-chose. À la base, ce qu'il faut définir, c'est quoi ton point de vue philosophique sur quasiment la place de l'homme sur Terre? Est-ce que t'es pro vie humaine ou est-ce que t'es pro Terre et en fait la Terre, t'as une vision genre idyllique et paradisiaque de la Terre où t'as vu des vidéos de petits lézards qui se baladent avec des plantes et tout, c'est trop beau, il faut juste laisser ça vivre. Mais en fait, est-ce que tu as une quelconque importance si tu dis, au final, ce qu'il y a de plus beau, c'est cette création humaine dont tu fais partie, qui est la conscience, qui est capable de choses dont la nature sera jamais capable, et on est totalement en dehors quasiment de tout ça, ou tu te dis, bah en fait, mieux vaut sacrifier des humains pour faire en sorte que voilà Gaïa s'en sorte. Et pour moi, une fois que tu as résolu un peu ce truc-là, déjà tu peux te positionner et dire en fait qu'est-ce qui est acceptable pour permettre la vie humaine. Mais après, là, dans ce que tu as dit, il y a un truc, je suis pas forcément d'accord, c'est que pour moi, justement, leur problème, c'est qu'ils sortent de la nature, l'être humain. Et pour moi, en vrai, en fait, à partir du moment où tu mets l'homme en dehors de la nature, c'est fini. Ça veut dire qu'en fait, tu nous détaches de tout ça. Et pour moi, en fait, faut partir du principe que la nature a créé l'homme. Enfin, ça peut être la nature et Dieu, hein, pour peu importe ta croyance, parce que sinon, les gens vont dire Dieu a créé la nature. Donc bon, bref, vous prenez le schéma comme vous voulez, mais on fait partie de la nature. Et donc tout ce qu'on crée fait partie de la nature. On ne détruit, on peut considérer qu'on détruit la nature. En fait, on détruit ce qu'on appelle nature, c'est-à-dire un arbre, mais derrière, on crée de la vie humaine qui est dans la nature. Et en fait, à partir du moment où on tue pas quelqu'un, et donc là, oui, d'un point de vue de la nature, mais en fait, on enlève quelque chose. À chaque fois, il y a une balance qui est généralement nette positive pour l'être humain au sein de la nature. Et en fait, c'est vraiment pour moi le positionnement de l'homme par rapport à ça. C'est marrant ce que tu dis, j'ai vraiment eu exactement le même débat avec quelqu'un de ma famille récemment, où en fait, vraiment même débat, hein. Je parle au début de Bitcoin, en plus c'est quelqu'un qui travaille à la Banque de France, donc je suis arrivé, j'ai fait bonjour, oui, oui, je fais des vidéos toutes les semaines pour que tu sois au chômage, et bon bah voilà, on creuse, on creuse, on creuse, jusqu'à ce qu'ils me disent qu'ils prennent plus l'avion pour des raisons écologiques, et que moi je leur dis non, c'est pour des raisons religieuses. Et après c'est parti en couille. Et à la fin, on débat de tout ça, tu vois, ils me disent, mais tu peux pas dire que la planète ne brûle pas, machin. Et je leur dis, non, mais en vrai, ça sert à rien qu'on rentre dans ces considérations, on va jamais tomber d'accord.
Et on est tombé exactement sur ça, c'est quelle est pour vous la place de l'homme sur Terre? Est-ce que ça fait partie de la nature? Et est-ce que vous voulez favoriser le développement de l'homme? Ou est-ce que vous voulez favoriser de ce que vous considérez comme étant la nature, c'est-à-dire en fait, le truc sauvage qu'on cherche quand même à préserver, enfin à apprivoiser depuis 5000 ans? Parce qu'il ne faut pas oublier que la nature ne nous veut pas du bien. Allez dans une jungle où l'homme n'est jamais allé, vous allez voir si vous survivez rapidement. Vous allez avoir envie de tout passer au lance-flammes, parce que c'est juste insupportable, et que vous allez vous faire bouffer par le moindre truc sur lequel vous allez marcher. C'est ça la réalité. C'est que les gens aiment la nature, mais la nature apprivoisée par l'homme. La nature, elle est méchante. La nature, elle tue. Et elle tue, et elle n'a pas de conscience. Hein. Alors que nous, on a quand même une conscience. Avant de tuer quelqu'un, on se pose des questions, généralement. C'est vraiment, en fait, pour moi, c'est vraiment un fantasme de petit bourgeois. Et en l'occurrence, là, c'était un peu le cas. Complètement, tu vois. En fait, ça me fait trop penser à, tu sais, ce phénomène qu'on voit du coup dans la politique, économie, où à chaque fois que tu deviens trop riche, t'oublies au début les règles initiales du jeu. C'est qu'au début, il faut réussir à créer de la richesse pour réussir à s'en sortir parce que la vie est dure. Et au final, ça, c'est un petit peu un des éléments du monde vivant et de la nature. Mais si tu le prends plus globalement, et on parle de écologie, voilà, la symbiose des différents composantes du vivant entre eux. Je crois que c'est ça, hein, la définition de l'écologie. C'est dans un milieu, voilà, comment interagissent les différents, le vivant. Et au final, ils ont exactement le même raisonnement. Ils ont fini le jeu, ils ont oublié les règles, ils ont, ils ont oublié que la vie, c'est une énorme arène. Il y a que le plus smart, le mec qui arrive à s'adapter le mieux, qui arrive à s'en sortir, parce que c'est extrêmement dur, c'est extrêmement compétitif. Et quand juste tu vas regarder un petit peu et que tu regardes un reportage animalier, tu vas sur Arte, tu te rends compte comment c'est dur et c'est un truc de fou, comment l'humanité a galéré pendant toute son existence et qu'aujourd'hui, enfin, on arrive un peu à s'en sortir. Et ils oublient tout ça. Après, je pense qu'il y a aussi une sorte d'équilibre à trouver. Et tu as raison de le rappeler que voilà, on fait partie de la nature et que on peut pas s'en sortir sans elle non plus. C'est que vraiment s'extrait totalement, on survit pas en fait. Il n'y a pas d'humain sans nature et il y a une nature sans humain par contre. Exactement. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, en fait, j'ai envie de dire peut-être, je dis bien peut-être, il y a une éventualité où l'homme procède à un suicide collectif, où en fait tout ce qu'on fait fait qu'on s'éteindra un jour. C'est quasiment sûr, tu vois, il y a plus de probabilités que ça arrive que ça n'arrive pas. Ou peut-être c'est juste une météorite qui va mettre fin à nos jours et en fait on se sera posé des questions pour rien. Mais en fait, à partir du moment où on ne le sait pas, faut déjà faire preuve d'humilité parce que ces gens en fait te disent et t'affirment que aujourd'hui il vaut mieux sacrifier des gens pour un futur incertain parce que sinon on va se suicider. Bah non. Si c'est naturellement, de façon organique, ce qui va se passer, bah, advienne que pourra, j'ai envie de dire. Normalement, on est censé s'adapter parce que c'est pas censé arriver du jour au lendemain. Contrairement aux écologistes qui disent qu'il y a une date à partir de laquelle c'est fini. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas un moment où il y a le endgame. Ça y est, on a dépassé le jour du dépassement ou je sais pas quoi. Ça se passe pas comme ça. Donc soit l'humain va s'adapter et si on se suicide, bah ça fera partie de la nature. Mais en tout cas, ce dont je serais content, c'est qu'on ne se suicide pas parce que quelqu'un l'a décidé. Je préfère que ce soit organique et que ce soit comme ça que ça se passe. Et en fait, je trouve que au final, à la fin, et ça revient même au fondement du libéralisme, c'est qu'il faut faire preuve d'humilité et d'accepter de ne pas savoir et de ne pas avoir de contrôle sur les autres. La seule chose que tu peux contrôler, c'est toi, et encore. Bah, t'es imparfait, t'as des pulsions, des fois tu fais n'importe quoi. Alors vouloir contrôler les autres, contrôler le monde, contrôler tout ça, en fait, faites un travail sur vous-même, c'est que vous avez une relation toxique avec ça. Et même ce que tu disais là, que la nature est méchante, qu'il y a une sélection naturelle, en fait, pour moi, ils étendent leur projection du socialisme à la nature. C'est-à-dire que le socialisme inverse la sélection naturelle, c'est-à-dire que tu prends au productif pour donner au non productif, et donc tu inverses réellement la sélection naturelle, parce qu'en fait, il y a des gens qui, alors je dis pas devraient mourir, mais ne devraient pas être aussi riches qu'ils le sont, donc ne peut-être pas autant se reproduire. Et là, on va me dire je suis eugéniste. Non. Je suis juste contre le fait de prendre par le vol pour donner à quelqu'un et entretenir ce phénomène. Par contre, je suis pas pour qu'on tue les pauvres, hein, pas du tout. Si, Pas que si ça soit quelqu'un... fait de coercition et que si les gens ont envie de donner à des gens qui leur Ouais, semblent, c'est ok. genre, ils ont de la pitié pour eux, ils ont des émotions, ils sentent que leur vie irait mieux si autour d'eux ça allait mieux, ce qui est souvent le cas, hein. C'est T'as souvent- pas envie de voir la pauvreté autour de toi, tu préfères l'aider.
Bah, ça se fait tout naturellement. Et ça me fait penser à un truc que je voulais dire au tout début, ce que tu en parlais. Euh, c'est tout le fait que quand tu crées un système avec des règles totalement bêtes qui forcent des comportements parasitaires, euh, genre c'était vraiment ce qu'on a constaté. Et tu écoutes ça dans les témoignages des gens racontent l'expérience soviétique et dans ce genre d'endroit. En fait, à la fin, les gens, c'est des merdes absolues. Genre, tout le monde se dénonce entre eux, tout le monde est en mode survie et comment je vais pouvoir écraser mon prochain pour réussir à m'en sortir. C'est absolument pas ce qui est décrit et l'utopie qu'ils annoncent où d'un coup tout le monde va penser à l'autre. C'est complètement l'inverse. Et justement, c'est notre théorie, il me semble, que le gouvernement français, en fait, crée exactement ça au fur et à mesure qu'il prend de plus en plus de taille et surtout qu'il se positionne comme étant le seul à pouvoir opérer une redistribution qui soit intéressante et qui fonctionne et qu'il la force. Bah, en fait, d'un coup, nous, on se met en retrait et un peu avec le même phénomène que c'est que plus il y a de personnes qui observent, moins il y a d'action qui est faite. Voilà, tu vois quelqu'un qui est en train de se faire violer, qui est en train de se faire taper, plus il y a de personnes, plus les gens vont rester stoïques et vont dire oui, quelqu'un va s'en occuper. Et ben c'est de la même chose avec l'État. C'est plus il va prendre de pouvoir à dire c'est moi qui m'occupe du social et de m'occuper de la pauvreté et des gens qui sont à la merde. Bah moins les gens ils vont se dire les gens vont se dire c'est pas mon problème. Genre il va s'en occuper, je donne déjà assez de mon argent. Je vais pas en plus recommencer à donner de l'argent à chaque gars qui est dans la merde. Ah, c'est ça. Et en plus, il y a deux phénomènes là-dedans. C'est que, un, tu le délègues à une institution qui est impalpable, tu sais pas ce que c'est. Et en plus, tu le centralises. C'est-à-dire que c'est tellement plus décentralisé. Parce qu'à la limite, si tu avais une sorte de micro-État à l'échelle de chaque ville, déjà, on s'en sortirait tellement mieux. Parce que, en fait, bah, tu sais que l'État, en fait, c'est juste la ville. Donc, tu sais que ça va peut-être aider ton prochain, mais le vrai prochain. Et en fait, en centralisant de plus en plus vers un État-providence qui est de plus en plus gros, qui est à l'échelle nationale, voire maintenant supranationale, bah, en fait, ouais, tu détruis le lien social, il n'existe plus. Et derrière, bah ouais. Et en fait, c'est euh, c'est une vidéo d'un prêtre ou d'un pasteur que j'ai vu récemment, que je trouvais assez intéressante et qui est le reflet un peu de tout ça. C'est que du coup, en fait, ça provoque des phénomènes que je trouve extrêmement, alors j'allais dire drôle, c'est pas drôle du tout, mais il disait, ouais, je vois des gens qui s'indignent de ce qui se passe à Gaza. Je vois des gens qui s'indignent de ce qui se passe au Congo, de ce qui se passe au Yémen. Et il dit, c'est vrai, c'est extrêmement triste. Mais moi, par contre, ce qui m'indigne, c'est que ces gens vont d'abord se préoccuper de des enfants morts à Gaza, mais qui connaissent pas le nom du SDF qui demande une pièce au coin de sa rue. Et en vrai, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Et ça, en fait, faut se dire que déjà, si vous êtes dans cette situation, vous êtes une merde, factuellement. Hein. Pour moi, il n'y a pas d'excuse à vouloir faire ça, mais c'est que le pire, c'est que ces gens-là vont exiger de toi que tu te soucies de sa préoccupation, qui est une préoccupation au final assez bourgeoise, hein, parce que faire une story pour soutenir Gaza, n'arrête pas de faire tomber les bombes, hein, réveillez-vous. On en a fait des tonnes et des tonnes. Pour l'instant, ça ne résout rien. Que par contre, si tu prenais ce temps pour aller voir le SDF au coin de ta rue, mais pas forcément pour lui donner de l'argent, hein, juste tu lui alloues le même temps, compare l'impact que ça a, et si tout le monde se mettait à faire ça, mais on vivrait dans un monde, mais ce serait une folie. Hein. On serait tous potes, il y aurait plus de misère, tout irait bien. Sauf que les gens, en fait, c'est tellement plus facile de mettre une story pour faire preuve de vertu. Et en plus, derrière, c'est pour ça que je dis ces gens sont des merdes, c'est que généralement, ils vont te dire, et j'ai eu récemment le débat sur Twitter, c'est pour ça que j'en parle aussi, c'est qu'ils vont te dire, oui, si tu ne te révoltes pas, tu consens. Alors ça, c'est-à-dire que si tu ne postes pas, et en gros le mec disait oui si vous faites pas un post sur X, en gros il disait les mecs du crypto Twitter français qui ont un peu d'audience, si vous vous révoltez pas sur ce qui se passe à Gaza, vous êtes complice. Et je lui dis oula, alors non, je ne me révolte pas parce que moi mon but c'est pas de faire preuve de vertu. Par contre je ne consens pas, hein, je suis pas d'accord avec on tue des gens comme ça. Et je lui dis et qui plus est, je te retourne l'argument, ça veut dire que toi, tu consens à tous les malheurs du monde parce que tu ne te révoltes pas en permanence pour tous les malheurs qui ont lieu dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, il y a d'autres gens qui se font tuer pour d'autres raisons, en quantité bien supérieure, tu ne te révoltes pas, donc tu es complice. Donc, un, déjà, bon, c'est con, et deux, en plus, tu hiérarchises les souffrances en disant, moi, ce que j'ai décidé, ce pourquoi on doit se révolter, est supérieur à toutes les autres souffrances du monde.
Donc ça fait de bout en bout de vous d'immenses merdes humaines et un peu d'humilité et surtout, non, un peu, vraiment pour revenir à ce qu'on disait un peu, de localité. Genre vraiment souciez-vous des gens qu'il y a autour de vous. Genre faites ça, ayez l'humilité de vous dire que vous n'avez pas les moyens d'aller aider des gens à 6000 km. Commencez, avant d'aider le SDF au bout de la rue, aidez-vous vous-même, aidez vos parents, vos frères et sœurs, vos cousins, votre famille proche, vos amis. Si c'est bon et vous avez carré tout le monde, allez vous occuper du SDF au coin de la rue. Allez dans une association locale, vous avez peut-être une antenne des Restos du Cœur, j'en sais rien. Faites ça et vous allez voir les gens que vous allez aider et vous allez voir que les problèmes auxquels vous attaquez vont se résoudre. Et vraiment, ça c'est. Il faudrait qu'on en fasse une vidéo complète parce que moi, c'est un truc qui m'insupporte le plus. Ça me rend taré parce que en fait, maintenant, tu vas sur Insta, la moitié des gens, c'est ça. C'est faire preuve de vertu avec une story en disant ah aujourd'hui c'est le jour du dépassement. Ah si vous faites passer une commande sur Amazon, vous êtes en train de tuer des gens. Ah oui là vous achetez du Nike, bah en fait vous êtes en train d'exploiter machin. Ah aujourd'hui un enfant est mort en plus d'être mortifère parce qu'en fait vous êtes déprimé à longueur de journée sur un truc dont vous n'avez pas le pouvoir. En plus vous n'êtes pas mieux que celui qui dit rien. Hein. Vous êtes même bien pire. C'était mon petit coup de gueule. Après, je sais pas à quel niveau c'est différent de... Parce que tu vois, moi, j'appelle souvent au bon journalisme. De se dire, tu vois, pour moi, c'est un peu l'utilité d'un bon gauchiste. C'est d'aller faire vraiment, tu vois, une vraie enquête, d'aller se rendre compte que voilà, là, il y a eu une corruption, il y a une entreprise qui est en train de tout détruire et on s'en rend pas compte et le procès qu'il devrait avoir sur elle, il n'a pas lieu, ce genre de choses. Quelle mesure, tu vois, un mec qui repartage ce type de choses qui, pour lui, est une information qui devrait être plus connue, insère là-dedans, tu vois, je sais pas trop. Je suis complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, récemment, bah, juste après notre épisode 2 de cette série sur l'écologie, où on a parlé notamment de la loi du plomb récente là, sur les pesticides pour les agriculteurs, j'ai vu, et c'est un pur hasard, le film Goliath. Je sais pas si tu l'as vu, avec Pierre Ninet et Gilles Lelouch. Mais il m'a tellement saoulé, je l'ai arrêté. Bah voilà. C'était trop cliché, ça m'a gavé. Voilà, bah, je suis allé au bout parce que bon, j'avais pas grand chose de mieux à faire, mais vraiment, et plus pour justement pour essayer de l'analyser, parce qu'en fait, le film est, alors il est pas mauvais, mais le message qu'il transmet à la fin, il est catastrophique. Bon, déjà, au-delà d'être vraiment cliché, c'est en gros, c'est une analogie de Monsanto qui vend un produit qui, effectivement, a sûrement tué beaucoup de gens. Donc, les agriculteurs chouinent, ils ont raison. Il y en a une qui s'immole. Bon, en plus, elle est lesbienne. Bon, c'est vrai qu'ils ont quand même empilé les clichés. Tu te dis, putain, mettez un peu de dose, mais pourquoi pas? Et en vrai, il y avait quelques points sympas. Et en fait, si tu fais abstraction de tout ça, tu te dis à la fin, en vrai, il y a du bon, tu vois. Il y a des gens qui se sont soulevés pour dénoncer un produit qui tue les agriculteurs, qui tue les populations autour des agriculteurs qui utilisent ce produit. Il y avait énormément de cancers, de recrudescence d'enfants qui naissaient avec 3 bras et tout. Donc horrible. Sauf que à la fin, la morale du truc, et, en gros, c'est l'entreprise hein, qui gagne. Et à la fin, c'est un échec parce que l'État n'est pas intervenu. En fait, tout ce qu'on demande, c'est l'intervention de l'État pour faire voter une loi, parce qu'en fait, tout le débat, c'est autour d'une loi, en fait, de faire voter l'interdiction du produit, ce qui est un peu l'inverse de ce qui se passe en ce moment où on vote la réutilisation de certains produits. J'ai envie de dire, tiens, si tu mets les deux en parallèle, c'est très drôle. Et en fait, les gens considèrent que c'est un échec parce que l'État n'est pas intervenu. Et je me dis, putain, si c'est ça votre message, c'est quand même un sacré truc de trou du cul, parce qu'en fait, on devrait juger de l'efficacité ou non de ce truc, de est-ce qu'il y a eu une prise de conscience chez les individus, est-ce que le message est passé? On n'a pas besoin de l'État qui fasse voter une loi pour interdire le produit. C'est est-ce que les agriculteurs ont compris le message qu'ils étaient en train de se tuer et qui tuaient les gens? Est-ce que les gens autour ont bien reçu le message? Et surtout, parce qu'ils en parlent un peu, c'est pourquoi, parce qu'ils vantent aussi tout un modèle de oui, mais faut arrêter avec la rentabilité de l'agriculture. Pourquoi on en arrive à dire ça? Parce que non, faut pas que l'agriculture sorte d'un modèle productiviste où ils doivent être rentables. C'est pourquoi un agriculteur français n'est pas rentable. Et en fait, ils auraient dû centrer le film là-dedans, sur, bah en fait, c'est parce que les terres françaises des agriculteurs sont les plus taxées d'Europe, que en fait c'est une vraie concurrence déloyale parce que l'agriculteur français paye une blinde par rapport aux autres, qu'en plus il a des taxes sur absolument tout, qu'à la fin qu'en plus il a eu tous ces des avantages, bah on lui reprend 60% de ce qui lui reste. Et en fait, c'est ça le vrai problème. Et il fallait dénoncer ça pour expliquer qu'en fait, il faut garder une logique de rentabilité, mais la permettre.
Et surtout, à la fin, on s'en fout que ce soit papa, maman, État qui interdisent le produit. Faut que ce vrai journalisme permette une prise de conscience et que les gens se disent bon bah j'ai peut-être en fait des morts sur la conscience et ils le montrent un petit peu. Mais c'est en fait il retire de toute volonté individuelle le fait qu'en fait bah ça dépend des gens et pas juste d'une loi qui va créer un réel qui n'existe pas. Parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que derrière on interdit le produit, on va importer en fait c'est des Ukrainiens et des Polonais qui utilisent ce produit qui vont mourir à notre place pour pouvoir nous nourrir parce que la réalité c'est on peut pas on peut pas faire sans. C'est ça à la Ouais. fin. Je suis d'accord. Et puis, juste pour ajouter aussi, c'est que c'est le débat qu'on avait avec Mulch, là, qui avait aucun sens, sur tu sais, interdire des choses qui sont de fait par le propriété et la justice de base sont interdites, en fait. Genre, causer la mort de personnes parce que tu crées des poisons, t'intoxifies les gens. T'as pas besoin d'interdire l'outil, mais tu peux juste juger sur ce qui a été fait, tu vois, genre de dire ok, il y a eu un groupe d'experts qui ont jugé que c'était le produit qui était responsable de ça. T'interdis pas forcément le produit, mais déjà tu juges les gens, tu vois, ils se prennent leur amende. Et au final, je pense que dans le film, ils expliquent bah, de toute façon, à chaque fois, ils ont leur lobby, c'est leur truc qui arrive à contourner ce genre de choses. Mais le vrai problème, c'est le système de justice qui fonctionne pas, quoi. Ouais, et puis c'est le fait que le lobbyisme, le concept existe. Un concept de lobbyiste, normalement, devrait pas exister. Et en fait, les gens se disent, oui, bah, du coup, les lobbyistes, c'est des méchants. Mais non, les lobbyistes, ils profitent d'une faille, qui est que l'État a tellement de pouvoir, et qu'il est tellement influençable, bah, parce que les gens sont corruptibles, donc on va aller le corrompre. Et ça se fait facilement, en plus, ils le montrent. Et je pense que la réalité est vraiment pas loin de ça, qu'il suffit de pas grand chose pour aller corrompre un juge, deux, trois sénateurs, un député, et en fait, le truc passe à la fin, t'es tranquille. Donc, c'est ça la réalité. Il y a un bon documentaire, et c'était Painkiller, sur l'entreprise Purdue Pharma. Et elle, au moins, je trouvais qu'elle était bien plus intéressante parce que elle montre vraiment que c'est à un moment, il y a un gars qui a été soudoyé au niveau du gouvernement pour réussir à rendre acceptable le produit, de mettre de côté tous les trucs qui montaient qu'en fait c'était une énorme drogue ultra puissante où quasiment à partir de la première prise, tu devenais un junkie. Et on voit vraiment que c'est à ce moment-là, c'est à ce moment donné, au moment où tu arrives à corrompre l'appareil étatique parce qu'il a un pouvoir bien trop grand, que bah tu peux ruiner la vie de millions de personnes parce que c'est ce qui est arrivé après. Et le documentaire c'est une série documentaire qui est vraiment top et que je conseille. Ouais, parce que c'est vrai que on ne nie pas que l'entreprise fait du mal initialement en vendant de la merde. Que ce soit volontairement ou pas. D'ailleurs, il y a des gens tout à fait honnêtes qui pensent faire le bien et il s'avère qu'en fait ce qu'ils vendent c'est de la merde. Mais ça, on peut pas l'empêcher déjà, parce qu'a priori, on ne le sait pas. Mais ce qui permet la généralisation, la normalisation et la catastrophe humaine, c'est le tampon cachère de l'État, en fait. C'est de dire à la fin, c'est bon, allez-y, c'est autorisé. C'est le fait que ce soit autorisé puisse exister. Ça devrait être en fait des indépendants qui jugent et après chacun qui fait son avis. Mais il y aurait une telle pluralité que déjà il y aurait pas d'acteurs dominants qui peuvent vendre autant de merde et il y aurait pas les autres barrières à l'entrée. Parce que ça, on voit que c'est une autorisation, mais en fait, du coup, il faut le voir aussi le réflexe, c'est que c'est une barrière à l'entrée. Pour tous ceux qui voudraient faire un produit qui, par exemple, veut être concurrent, mais qui n'est pas une drogue, bah derrière, tu as énormément de barrières à l'entrée, tu peut-être pas les mêmes moyens, tu peut-être pas les mêmes lobbyistes, tu pas les mêmes connexions, ce qui fait que tu pourras jamais arriver, et bah derrière, tu es perdant. Le problème, c'est vraiment le caractère systématique de n'importe quelle décision qui est prise par l'État, où en fait, une fois que c'est mis en place, genre c'est foutu et c'est de manière systématique. C'est que ça sera pour toute la population, c'est une décision qui est prise et donc la gravité de l'erreur est énorme. Et pour tous ceux, tu sais, qui vont te dire ouais, mais le problème, c'est que ils sont mobilisés par l'argent, ils sont juste attirés par le profit, les entreprises, et donc ça va toujours nous pousser à faire des horreurs. Le problème, c'est que ça va être quoi la différence avec un État? Je pense que les gens qui sont à la tête d'un État, ils sont pas motivés par les mêmes choses. La seule différence, c'est que d'un coup, il y aura plus de concurrence. Genre quand eux vont décider vraiment de marger, de commencer à essayer de couper sur les prix de fabrication, essayer de voilà de faire
à ce qu'on appelle la corruption, là, ça va être genre juste monstrueux. C'est que tu n'auras aucun choix. Le jour où ils décident que tel ou tel produit est bon ou celui-ci est mauvais, tu peux plus utiliser ton porte-monnaie pour voter quel produit est meilleur qu'un autre. Ouais, je suis Et bien c'est d'accord. là que Bitcoin est incroyable, parce que d'un coup, ton porte-monnaie, t'en as la souveraineté, et tu peux toujours l'utiliser quand tu veux et voter. Et c'est pas l'État qui prend cette décision à ta place, qui va attribuer telle ou telle somme, budget à tel développement économique, achat de produits, de masques, de vaccins. Il y a deux petits points. Alors, il y en a un, c'est vraiment juste pour vous demander votre avis. Et juste avant ça, je pense qu'il y a un point aussi qu'on n'a pas abordé. C'est, et que nous-mêmes, on transcrit à tort, je pense. C'est un peu le fantasme de l'individu souverain où tout le monde deviendrait un giga Chad, entrepreneur, machin. Bitcoin n'est pas pour tout le monde, en réalité aujourd'hui. Tout le monde aurait un intérêt individuel à s'y intéresser, mais il y a des gens qui veulent pas être libres. Ça, c'est vraiment un constat très très malheureux, hein. Je suis vraiment pas heureux d'en arriver à ce constat, mais qui ne veulent pas, profondément. C'est pas pour eux la liberté, c'est pas pour eux l'indépendance. C'est comme ça, et il faut l'accepter. Il faut encore une fois faire preuve d'humilité et pas vouloir l'imposer aux autres. Ça, pour moi, c'est la première chose. C'est vraiment arrêter de projeter ce que vous pensez être bon pour les autres et ce que vous voulez. Euh, le problème, c'est qu'en faisant ça, ça donne le Salvador, qui est une expérience avec Bitcoin qui est quand même pas une franche réussite non plus. Et on a une vidéo qui arrive sur le sujet assez complète, où en fait, bah, ça donne des solutions top-down, où en fait, on pense que c'est ce qui est bon pour les gens, alors que c'est peut-être pas ce qu'il leur faut actuellement, où on va leur imposer d'une certaine façon Bitcoin, on va essayer de leur faire partager. Alors, au Salvador, c'était assez peu coercitif et ça n'a pas détruit la vie des gens, donc ça va. Mais le problème, c'est que faut arrêter de croire qu'on sait mieux que les autres ce qui est bon pour eux. Et en fait, il y a des gens, on se dit, oh non, mais en fait, ce qu'il faut, voilà, c'est que tu deviennes souverain, adopte Bitcoin. Non, il faut peut-être que tu quittes ta meuf et que tu fasses 3 semaines de vacances, en fait. Des fois, c'est peut-être juste plus simple que ça. Et après, on verra pour Bitcoin. C'est pas ce qu'il faut. Donc, ça, déjà, c'est un point important parce que je le retrouve beaucoup et il faut juste arrêter avec ça, hein. Faut faire preuve d'humilité. Vous ne savez pas. Et nous non plus. C'est pour ça qu'on fait des vidéos, mais qu'on les envoie pas à chaque Français. C'est bah, tu les veux, tu les regardes, tu prends ce qu'il y a à prendre et basta. On peut résumer en final la pensée libérale, c'est ça, hein. Et même Bitcoin, on ne sait pas et on laisse les gens choisir. C'est ça. Et la dernière chose, c'est est-ce que, mine de rien, avec tout ça, est-ce qu'on devrait plus parler de Bitcoin au final? Euh, Moi, en tout cas, bah, déjà, je serais curieux d'avoir votre avis dans les commentaires, hein. Dites-nous. Mais pas juste parler plus de Bitcoin, parce que parler de Bitcoin, ça veut rien dire. Qu'est-ce que vous attendriez, pour ceux qui nous ont par exemple déjà mis ces commentaires, concrètement ce que vous voulez? Est-ce que c'est par exemple des tutos? Et dans ce cas-là, je peux vous rejoindre sur ce point-là. Si c'est vraiment des comment appréhender l'outil, je suis assez d'accord. Alors, on n'est peut-être pas les meilleurs pour le faire, il y a d'autres contenus qui le font, et on l'a déjà un peu fait quand même. Mais si c'est ça, je peux être assez d'accord sur le fait que oui, ça c'est nécessaire. Comment utiliser un wallet, comment acheter du Bitcoin de façon sécurisée, comment les conserver, comment les utiliser et tout, ça je suis d'accord, c'est utile parce qu'une fois que tu t'es intéressé à Bitcoin, il faut bien que tu saches comment l'utiliser. Mais si c'est pas ça, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous voulez qu'on explique ce que c'est Bitcoin en permanence? Bon, là, je pense qu'on a plutôt bien démontré que c'était pas une solution hyper intéressante. Le contenu est là, hein, maintenant. C'est pas comme si ils avaient une date de péremption de vidéos. On a fait beaucoup d'interviews sur le sujet, des vidéos explicatives. On refera sûrement des saisons hein, là-dessus, surtout sûrement quand il y aura des mises à jour, ce genre de choses. Là, par exemple, on a une interview qui va arriver avec Abdel, Abdel c'est pas le même. de, de Stark Net Technique. Donc, c'est quand même des sujets qui reviendront, vous inquiétez pas. Et on va aussi vers les sujets qui nous intéressent et qui nous paraissent les plus pertinents aussi pour comprendre Bitcoin et pour éveiller la curiosité et l'âme libérale de votre entourage. Voilà, c'est notre prisme d'analyse. On l'a explicité à vous maintenant d'accepter ou non. Ouais, et puis en fait, les gens font vraiment. Par rapport à la propagande de l'État, vous pouvez aller regarder une autre vidéo YouTube si ça vous intéresse pas. Non, mais c'est vrai. Et en plus, je pense que les gens interprètent peut-être mal notre nom qu'on a choisi assez rapidement et sans trop se poser de questions. Mais nous, pour nous, en fait, c'est vraiment How to Bitcoin. C'est pas porte-étendard de Bitcoin en France. Et en fait, il y a que ça. C'est plus l'expérience et l'aventure du Bitcoiner
qu'on documente, alors qu'on documente pas factuellement en disant voilà, là on documente nos trucs, mais en fait c'est vraiment ça. Si vous regardez nos premières vidéos, notre 20e vidéo et notre là j'ai vu hier on est à 370 en comptant les shorts. En fait c'est un parcours, c'est un itinéraire. Il y a des moments où on s'est plus intéressé à certains sujets, peut-être que dans un an on s'intéressera à d'autres choses. Et en fait c'est le concept. En fait, et s'il vous plaît pas, c'est que vous êtes juste pas au bon endroit ou vous l'abordez pas de la bonne façon. Et comme tu l'as très bien dit, allez ailleurs, prenez ce qui vous intéresse chez nous, mais abonnez-vous quand même, c'est important. Mais voilà, c'est toute la beauté du truc. Et donc non, on ne se renommera pas parce que on porte préjudice à Bitcoin. Non, pas du tout. Je pense qu'on fait quand même plus de bien que de mal à ce niveau-là. Et quand bien même on ferait du mal selon vous, on s'en fout. Mais en tout cas, donnez-nous votre avis, ça nous intéresse d'avoir vraiment des retours, mais construits. Hein. Juste si c'est pour dire oui, plus de Bitcoin, bon, voilà, on va pas faire grand-chose. Hein. En tout cas, on vous lit et Et on répond soit à tout le monde. bon. Ça, en plus, on essaye de répondre à tout le monde. Et généralement, on a quand même des commentaires construits. Alors peut-être trop parfois. Il y en a qui se lâchent avec des romans. Mais ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui prennent le temps, que ce soit pour du pour ou du contre. En tout cas, on vous lit. Si on vous répond pas, on est désolé. Mais on essaye d'avoir un maximum d'interaction. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est l'objectif de cette vidéo. Même s'il y a eu énormément de digressions, mais ça, vous commencez à être habitués. Aussi, le projet de la chaîne. Bah, à la prochaine. Et la semaine prochaine, petit teaser, semaine prochaine, normalement, on aura un invité avec nous qui sera Laurent, qui est déjà passé sur la chaîne. Et on parlera normalement de Bitcoin et IA, crypto et IA, au travers du projet Bitensor, avec leur token Tao dont Asher a parlé. On a beaucoup de mal à dire de ça. Et du sujet dur. Laurent de CoinSU. Ouais, Laurent Coinessu sur X. C'est vrai que Laurent, il y en a quand même beaucoup dans le monde. C'est Laurent, voilà. C'est le Laurent national, qui n'est même pas en France. Et aussi, on va parler de Duralex, qui est une entreprise qui s'est transformée en coopérative. Il paraît que c'est un succès monumental, mais en fait, c'est un scam. Donc on en parlera la semaine prochaine parce que c'est un sujet qui est très rigolo. Ciao. Programme. Ciao.